Et voilà, cette interview de Marine Le Pen à 6 jours de la décision de l'arrêt de la Cour d'appel. L'autre événement ce soir, ce sont les feux de forêt, feux très importants. Regardez les images, c'est le cas dans l'Aude, c'est le cas dans le Var, des incendies qui se sont déclarés, qui sont décuplés par la tramontane, par la chaleur qui précède et peut-être la chaleur qui est en train de revenir. Météo France avait placé 6 départements du pourtour méditerranéen en vigilance rouge, danger très élevé de feux de forêt, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse. Avec nos équipes, nous sommes partout où ces feux se développent, notamment dans l'Aude avec Théo, avec Anouchka Fieler à Fréjus. Commençons par vous, Théo, s'il vous plaît. Où en est-on dans le combat du feu et dans l'attente des prochaines heures, puisque c'est ça évidemment qui suscite l'inquiétude ce soir? Oui, alors nous sommes sur la commune de Maillac dans l'Aude qui a été littéralement encerclée par les flammes. Manon Monteil derrière la caméra va vous montrer un petit peu ce panache de fumée, alors qu'on voit quand même toujours, même si le soleil est en train de se coucher. Vous voyez ce panache de fumée qui est toujours quand même assez impressionnant, même avec par endroits quelques petits points orange en fait. Ce sont des petites reprises de flammes. On voyait même il y a quelques minutes en haut de la colline et des immenses flammes de plusieurs mètres. C'était assez impressionnant. Alors en fait le feu il a commencé bien derrière cette colline et avec ce vent en fait, vous l'avez dit, qui souffle très très fort, les flammes se sont propagées donc très rapidement. Le feu a descendu la colline en seulement quelques minutes pour arriver donc aux portes de ce village. Vous voyez par exemple cette végétation brûlée, calcinée, qui est totalement noire et qui est située à seulement quelques mètres des maisons. Vous voyez là derrière ces vignes, on aperçoit quelques maisons. Alors en fait, ce qui est compliqué pour les pompiers, c'est que en fait ce vent reste toujours très fort à l'heure actuelle et il ne va pas faiblir dans la nuit. Les pompiers s'attendent à des rafales allant jusqu'à 60 km/h. Aujourd'hui, on était pareil sur les mêmes rafales. Et les pompiers justement, vous allez voir, Manon Monteil va vous les montrer, qui sont à quelques mètres derrière nous. En fait, c'est ici qu'ils rechargent leur camion en eau. Là, ils l'ont fait il y a seulement quelques minutes. Ils prennent aussi quelques minutes pour souffler, respirer, parce qu'ils savent que la nuit va être courte, que la tâche s'annonce très difficile, et surtout que désormais, ils ne peuvent plus compter sur les moyens aériens, les Canadair, les Dash, parce qu'il fait nuit en fait. Donc là, impossible de faire voler un avion. Alors désormais, l'action va se dérouler exclusivement au sol, avec des conditions climatiques, vous l'avez compris, plutôt défavorables. Un vent qui continue de souffler, vous le voyez peut-être à l'image. Et à noter également que le département de l'Aude reste placé en vigilance rouge au feu de forêt, comme c'était le cas aujourd'hui, mais pour la journée de demain. Et on voit le panache de fumée très impressionnant derrière vous. Le travail des pompiers, on va en parler ici en plateau avec tous nos invités et avec tous nos envoyés spéciaux. Il est particulièrement encore plus difficile dans la nuit. Expliquez-nous ça. Oui, absolument, parce qu'en fait, là, vous voyez, il fait nuit, c'est impossible que les Canadair puissent pulvériser de l'eau sur la colline, ce serait trop dangereux. Alors maintenant, le travail se fait vraiment au sol. Les pompiers vont essayer d'aller éteindre directement. Vous voyez toutes ces petits points orange que vous apercevez. C'est un travail qui va être compliqué parce qu'il faut aussi protéger les maisons qui potentiellement peuvent être menacées par les flammes. Il faut être un petit peu partout en même temps. Et donc les pompiers le savent, la nuit va être vraiment très longue pour eux. Et puis avec vraiment ce vent, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on le sent depuis qu'on est arrivé sur place dans l'Aude tout à l'heure, ça continue de souffler. Quand on est arrivé tout à l'heure sur place avec Manon Monteil, un pompier me disait que l'incendie était hors de contrôle. Alors heureusement, l'action des pompiers a permis alors pas encore maîtriser le feu, mais de contrôler un petit peu la situation, de maintenir le feu, on va dire. Parce qu'il y a quand même plusieurs villages qui ont dû être évacués aussi par précaution, parce que les flammes se rapprochaient vraiment très dangereusement des maisons. Donc voilà, encore une fois, les pompiers le savent, la nuit va être vraiment très longue. Merci beaucoup Théo. Et puis à Fréjus, dans le Var, Anouchka Bouzillette. Et là aussi, expliquez-nous à quel point d'abord la situation, et si je comprends bien, notamment la tramontane, les vents ce soir sont particulièrement craints.
Alors les vents ici sont assez forts, il fait surtout encore très chaud, il fait 29 degrés à l'heure où je vous parle, mais ici le feu est fixé. Ce qui inquiète les pompiers, c'est en effet le vent. Comme vous le voyez, ils sont tous là, il y en a encore une cinquantaine, un peu répartis partout. Je ne sais pas si vous voyez, mais au fond là, on a vu une petite flamme. Il y a des petites flammes qui sont reparties un petit peu partout. Donc même si le feu est fixé, les pompiers vont faire un gros travail toute la nuit pour noyer les lisières, repérer les points chauds et éviter que le feu ne reprenne. Toute la journée, tout l'après-midi, le problème a été qu'il y avait des sautes de feu. Le vent était tellement important que le feu a parcouru parfois 500 mètres, une saute de feu. Il y avait un départ de feu, 500 mètres plus loin, un autre départ de feu. Donc ça a été très compliqué pour les soldats du feu de contenir ce feu et d'arriver à le maîtriser. Ils ont mis de gros moyens, 186 pompiers étaient présents, 3 Canadair, 3 hélicoptères, et donc le feu en 3 heures a été maîtrisé. Maintenant, la résidence qui est là-bas a été confinée, mais les gens ont pu regagner leur résidence. Il y a 3 campings qui avaient été évacués. Ces 3 campings ont pu eux aussi réintégrer leur camping. Nous avons vu des gens qui avaient eu très peur, qui nous ont dit que les flammes étaient passées à 5 mètres de leur bungalow, mais tout est bien qui finit bien. Pour l'instant, ici, ça semble à peu près stabilisé. Toutefois, les pompiers sont sur le qui-vive. Il y a eu des départs de feu un peu partout dans le département des Alpes-Maritimes aujourd'hui et dans le département du Var. Et toute la nuit, ils vont essayer de contenir ce feu et de faire que les 30 hectares qui ont déjà été carbonisés, là-bas, là, c'est un peu partout, qu'il n'y en ait pas plus. Merci beaucoup Anouchka, et évidemment on revient à ces événements, on sera en direct partout, on sera en direct aussi avec le maire de Pouzol, et puis sur ce plateau, Xavier Titelman est avec nous, Mounia Mostefaoui, vous êtes spécialiste du climat, Gallagher Fenwick, merci beaucoup à vous aussi, et vous aussi, colonel Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Regardez les images en direct. Ce sont quelques localités qui sont particulièrement marquées par les graves incendies de forêt qui ont lieu ce soir. La nuit étant tombée, voilà, l'image est très impressionnante ici. Vous êtes avec nous. Un petit mot de commentaire d'abord là-dessus, Jérôme Boulanger, vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Vous avez souvent lutté dans ce genre de circonstances. L'image qu'on voit là est très révélatrice de ces immenses feux qui sont très difficiles à maîtriser ce soir. Qui sont effectivement difficiles à maîtriser à cause du vent, mais en même temps, on voit qu'une attaque massive du feu permet de limiter la propagation du feu, et encore mieux dans le Var où le feu a été fixé très rapidement. Ça, c'est la doctrine française, c'est attaque massive des feux naissants, de manière justement à éviter le développement catastrophique des feux. Xavier Titelman, l'engagement des Canadair, on entendait tout à l'heure notre envoyé spécial dire à quel point c'est difficile et même c'est dangereux dans ces circonstances. Alors très clairement, la nuit, les pilotes de Canadair sont pas aptes à continuer à travailler parce qu'il leur faudrait des lunettes de vision nocturne et un cockpit qui serait adapté. Donc dès que le soleil se couche, on n'a plus de soutien aérien. Et c'est pour ça que les nouvelles générations d'appareils pourraient être plus intéressantes dans ce domaine, parce qu'on voudrait avoir des équipages qui savent travailler de jour et de nuit pour pas abandonner les hommes qui sont au sol et qui continuent à travailler dans des conditions qui sont du coup encore plus difficiles. Comment est-ce qu'il y a des moyens, qu'on reste bien sur l'image, qu'on comprenne bien là ce qu'on voit là, est-ce qu'il y a un moyen aérien de venir à bout d'un feu comme ça maintenant là dans la nuit? En France, non. Il y a aux États-Unis, il y a des Hercule C-130, des avions de transport militaire américains dans lesquels ils ont réussi à transposer certaines compétences de l'armée de l'air qui fait du largage de jour et de nuit. En France, on travaille notamment aux A400M. La 400M, c'est un gros avion de transport. Il y a Airbus qui propose un kit pour l'adapter, et théoriquement, les pilotes de l'armée de l'air, s'ils avaient le temps, etc., ils pourraient commencer à donner un coup de main la nuit aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inexistant en Europe. Mounia Mostefaoui, vous êtes climatologue tout à fait réputé dans ce domaine. Expliquez-nous le phénomène, disons, météo qui fait que ces derniers jours, il y a eu un réchauffement tel et des vents tels que ça se soit accéléré. Oui, merci. Effectivement, on a une rétroaction, on a un cercle vicieux en quelque sorte, donc des sols malheureusement très secs, une canicule, enfin 2 canicules déjà en mai et puis juin qui se sont en fait entrechoqués, et puis donc pas de répit, et donc malheureusement un sol très très peu humide, et donc qui est très propice avec la vitesse des vents qui est supérieure à 30 km/h, un air aussi qui est sec, propice malheureusement à ces feux. Je voudrais souligner que nous sommes sur une année El Niño et que l'an prochain nous allons malheureusement être
en fait, face à un supplément de réchauffement qui est lié à ce phénomène naturel, qui va se superposer à notre changement climatique d'origine anthropique, donc d'origine humaine de cette année. Et donc, il faut être très vigilant. Mais nous avons une armée et des sapeurs-pompiers qui sont très performants. Et nous sommes partout en direct. Vous êtes avec nous, Claude Guibert. Vous êtes le maire de Pouzzoles. C'est une des communes ce soir en France qui sont le plus touchées. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être avec nous en direct. Je crois que vous êtes dans votre voiture. J'imagine la journée que vous avez eue. Donc, on vous est d'autant plus reconnaissant que vous soyez là ce soir. Expliquez-nous la situation telle qu'elle est à l'heure où nous parlons. Et la situation, disons que les Canadaires ont fini de se voler, bien sûr, puisqu'il fait nuit. Et donc le feu redémarre parce que le vent n'est pas tombé, il continue à souffler excessivement fort. Et le feu redémarre côté gauche de la garrigue et il s'en va vers notre village, un petit hameau qui fait partie de la commune, quoi. Nous avons entre 300 et 400 hectares de brûlés déjà. C'est énorme. On a évacué 150 personnes, les plus près de la garrigue, disons. On les a mis en sécurité à la salle des fêtes. Et là, nous sommes en train de ravitailler les pompiers pour qu'ils s'alimentent un peu quand même, parce qu'ils font un sacré boulot. Et il faut les féliciter. Et ils essaient de faire le maximum pour arrêter le plus rapidement possible ce feu, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes maire de Pouzzoles ? Oui, je suis le maire de Pouzzoles. Oui. Ça fait combien de temps, pardon, monsieur le maire, que vous êtes maire de Pouzzoles ? J'ai commencé il y a un an avant les élections. J'ai eu la tempête, j'ai eu les inondations et maintenant j'ai le feu. Alors j'enchaîne toutes les catastrophes. On compatit avec vous et on voit à quel point c'est impressionnant et c'est dangereux. Le travail du feu dans ces circonstances. Dites un mot du vent, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez observé en particulier sur le vent, puisqu'on comprend que ce soir c'est vraiment la circonstance aggravante. Ah oui, le vent, là, il souffle très vite. Et le feu, il est arrivé à une vitesse vraiment très impressionnante. On a essayé, avec mon adjoint, de faire partir les habitants. On a mis demi-heure, on avait le feu devant les maisons, quoi. C'est arrivé, pourtant, il était assez loin. Le feu, il est parti de Beaufort dans l'Hérault. Il a fallu qu'il saute la garrigue et qu'il revienne vers le village. Mais le vent était tellement fort que ça a gagné à une vitesse phénoménale, quoi. Les Canadaires vont pouvoir reprendre à quelle heure demain ? Au lever du jour. Mais j'espère que les pompiers au sol arriveront à le freiner, quoi. J'espère, parce que là, ça brûle. Et comme je vous dis, le terrain est très pentu et les accès avec les camions sont très difficiles. Réaction, là on voit à quel point les choses sont en cours, c'est-à-dire c'est en train de reprendre à l'heure où nous parlons, nous dit le maire. Le fait de ne plus avoir l'appui aérien est forcément une difficulté. Le colonel en parlera mieux que moi. Dans les zones qui sont escarpées, forcément les camions ne peuvent pas forcément accéder, d'où l'urgence d'avoir des nouveaux appareils, le renouvellement des Canadaires actuels et surtout les projets, d'ailleurs français entre parenthèses, qui vont arriver pour avoir des appareils. D'ici 2 ou 3 ans, on pourrait commencer à avoir des appareils produits localement pour pouvoir soutenir ces opérations, y compris avec des vols de nuit. Donc maintenant, il faut vraiment passer aux actes parce qu'on a certes des renouvellements d'appareils qui vont arriver en 2033-2034, mais il y a d'autres projets plus rapides qui pourraient aboutir, notamment la transformation d'avions civils à TR-72 pour en faire des bombardiers d'eau. C'est par exemple la société Kepler qui propose ça. L'action des pompiers, Théo, vous êtes aussi dans l'Aude et vous êtes avec les pompiers puisqu'ils sont évidemment les premiers au front ce soir. Oui, absolument. Alors on est toujours sur la commune de Maillac dans l'Aude et plus particulièrement autour du bassin municipal. Regardez, parce qu'en fait là, les pompiers sont en train de recharger leur camion en eau avec cette pompe. Vous le voyez dans cette piscine municipale qui est remplie, parce qu'en fait dans ce genre de moment, chaque goutte d'eau est importante, est essentielle et donc les pompiers peuvent récupérer comme ça de l'eau dans les bassins pour, vous allez voir, Manon Monteil à la caméra va vous montrer, pour recharger en eau les camions de pompiers, parce que les pompiers le savent, la nuit va être encore très longue, vous le disiez, avec des conditions météo plutôt défavorables, un vent qui continue de souffler toujours ce soir. Vous apercevez peut-être un petit peu au loin les lumières de ce panache de fumée. Et puis à noter que le département de l'Aude reste placé en vigilance rouge au feu de forêt, comme c'était le cas aujourd'hui pour la journée de demain. Merci beaucoup Théo, on vous retrouve évidemment plus tard. Derrière les moyens, on voit à quel point là les moyens se voient ou ne se voient pas quand ils ne sont pas là. Non, effectivement, et Théo parlait à juste titre de ces soldats du feu. Je parle sous le contrôle du colonel Boulanger qui est à nos côtés ce soir.
c'est aussi le moment de parler de la nécessité de promouvoir la fraternité. C'est-à-dire que je ne pense pas que ces gens-là fassent ça pour l'argent ou le salaire. Et donc, peut-être demander au colonel Boulanger comment est-ce qu'on peut leur signifier notre reconnaissance, comment leur dire merci, leur demander s'ils ont besoin d'être recomplétés en vivres, en eau, en nourriture, tout en étant évidemment respectueux à la fois du travail mais des distances de sécurité. Et puis on avait le maire de Pouzol, Darius, il y a quelques secondes, qui disait que ça fait quoi, 1 an et demi qu'il est maire. Il a connu tempête, inondation, incendie. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, on rentre dans une campagne présidentielle. J'espère qu'on va avoir des conversations sérieuses sur l'urgence climatique et la nécessité, chacune, de participer aux transitions qui sont nécessaires, je crois. On va écouter dans quelques instants en direct les pompiers, mais un mot de réaction peut-être, Jérôme Boulanger. Le combat contre le feu et la prévention aussi, c'est l'affaire de tous. Là, on voit un maire qui est engagé, on voit des populations qui sont reconnaissantes et qui vont soutenir les sapeurs-pompiers. Le citoyen, ça doit être le premier acteur de sa sécurité. Les maires ont la possibilité aussi de déclencher des plans communaux de sauvegarde, des réserves communales de sécurité civile. Les citoyens sont vraiment le maillon essentiel de la prévention, de l'action aussi. Bien sûr, les moyens de la sécurité civile sur ce type de feu sont très largement engagés. On a parlé des Canadair, on a parlé des Dash. Les sapeurs-pompiers font un travail fondamental au sol et la lutte contre le feu de forêt, c'est de la complémentarité entre les moyens au sol, les moyens aériens et puis la solidarité. C'est effectivement quelque chose de fondamental. Je le répète, le citoyen est au cœur de la sécurité. Et ça va continuer, vigilance rouge pour jeudi, pour vendredi, Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var où vous êtes. Commandant William Vogel, merci beaucoup à vous d'être là. Quels sont les moyens qui sont engagés dans le Var en ce moment, à l'heure où nous parlons ? Alors, à l'heure où nous parlons, la chance que nous avons, contrairement à certains départements voisins, c'est que nous sommes pour le moment maîtres du feu. Le feu a été fixé en début de soirée, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Maintenant, nous sommes maîtres du feu, donc il a diminué en intensité. Au plus fort de l'action, on est monté à plus de 250 pompiers avec une centaine de véhicules. Là encore, renforcés par nos propres moyens aériens, donc nos hélicoptères départementaux et bien évidemment les moyens d'État, que sont les Canadair, que sont les hélicoptères lourds qui sont loués durant la saison estivale pour venir en renfort de nos moyens traditionnels de lutte contre les feux de forêt. Qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus pour agir la nuit, puisqu'on comprend bien, voilà, l'image qu'on a là est vraiment saisissante, là où on voit tout au fond, là. D'ailleurs, quand on voit ça, vous avez l'œil du pompier, vous, là, le feu, il a quelle ampleur? C'est combien de kilomètres carrés ou centaines de mètres carrés, ce qu'on voit là à l'image d'après vous? Alors, c'est la plus grande problématique des feux la nuit, c'est d'être capable de faire un dimensionnement. La nuit, de par la visibilité extrêmement réduite, pour les troupes au sol, le combat est compliqué. Pour la gestion opérationnelle, c'est aussi compliqué de dimensionner ce feu, parce qu'un feu, on le voit bien d'en haut. Et la nuit, nous n'avons pas de moyens aériens qui tournent, qui sont capables d'intervenir. Donc, en général, on attend le matin pour faire un vrai dimensionnement, pour savoir quelle est la surface brûlée. Mais l'objectif de tout sapeur-pompier, c'est vraiment la sécurité. C'est déjà d'intervenir en sécurité, de ne pas se blesser et d'éviter aussi qu'il y ait des victimes auprès de la population civile. La nuit, on réacte un petit peu parfois à nos missions opérationnelles de manière à vraiment éviter qu'il y ait des personnes blessées. C'est le cœur de notre mission. Préserver les personnes et bien évidemment aussi lutter contre l'incendie. Quel est le principal danger que vous rencontrez pour vous-même, je veux dire, pour vos hommes? Alors, pour nos hommes, la nuit, c'est la connaissance du terrain. Le terrain est dangereux. La nuit, sur des petits chemins avec des voitures, c'est déjà compliqué. Alors, imaginez maintenant des dizaines et des dizaines de camions qui font plusieurs dizaines de tonnes, qui roulent sur des chemins, là encore, difficiles d'accès. Donc déjà, le danger routier, c'est un danger, et puis le danger de la lutte contre le feu. La lutte contre le feu est dangereuse la journée, et elle est d'autant plus dangereuse et redoutable la nuit. Avec toutes ces contraintes qu'on peut avoir, la nuit, la température est encore importante, la sécheresse est présente, le vent souffle, on le voit avec les images que les spectateurs peuvent voir, on voit qu'on a un bracelet important contre lequel il va falloir lutter, sans se blesser et sans avoir de victimes auprès de la population. Xavier Titelman, commentaire, vous avez la vision, vous, aérienne évidemment, et là on voit à quel point on est, de ce point de vue-là, handicapé.
Là, en l'occurrence, il n'y a pas de moyens nationaux pour le faire. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ils vont utiliser les avions, les drones militaires d'observation, les drones lourds qui sont utilisés, qui sont déployés en Afghanistan et ailleurs. Ça va leur permettre de connaître exactement la propagation du feu. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore de moyens dans le domaine. Je pense que le colonel en saura plus que moi sur les moyens récents, parce que j'ai quitté la sécurité civile en 2017. Donc j'espère que de nouvelles innovations sont arrivées. On a aujourd'hui des drones qui servent à faire effectivement des reconnaissances, qui servent aussi à détecter d'éventuels points chauds sur des zones. Et ces nouvelles technologies, demain avec l'intelligence artificielle, demain avec des données satellitaires, je pense à tout le travail que nous faisons avec Météo France en la matière, eh bien nous sommes capables de plus en plus et de mieux en mieux de sectoriser les zones à risque, de faire des reconnaissances grâce aux drones, de faire des détections de points chauds grâce aux drones. Et bien entendu, tout cela, c'est complémentaire avec les sapeurs-pompiers qui sont au sol, avec les techniciens de l'ONF aussi, parce que c'est vraiment tous les services de l'État qui sont engagés dans cette prévention et cette lutte contre les feux de forêt, avec les moyens aériens. Et nous participons aussi à des programmes de recherche avec des industriels français pour les années à venir. Les Canadair, ce sont des avions irréprochables avec lesquels nous travaillons au quotidien, et nous pensons aussi à l'avenir avec les industriels français. Vous êtes toujours avec nous, monsieur le maire de Pouzol, Claude Guibert. J'insiste, l'image qu'on voit là qui est si impressionnante, il faut pousser le son parce qu'on entend la force du vent à la caméra. L'image qu'on voit là, c'est vraiment chez vous. Décrivez-nous la géographie des lieux. Je crois que vous êtes dans votre voiture, mais j'imagine que vous voyez l'image. Oui, tout à fait, c'est la Garriga, donc c'est le penchant de la Garriga. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile d'accès avec les camions. C'est dommage que la nuit soit déjà tombée, que les Canadair ne puissent plus intervenir. Mais vous voyez, les femmes, elles sont énormes, c'est pas près de s'arrêter. C'est pas près de s'arrêter. Surtout que, comme je vous disais, il fait toujours autant de vent. C'est le malheur, ça, le vent. Et chez nous, c'est un pays du vent. Dites un mot des habitants. Il y a combien d'habitants à Pouzol ? On est 605 habitants sur le village et on a évacué entre 120 et 150 personnes. Ah oui, c'est les lotissements qui étaient le plus près de la Garrigue. Où sont-ils ce soir ? Là, ils étaient jusqu'à maintenant à la salle des fêtes de Sainte-Vallière de la commune voisine. Et puis, ils sont revenus sur une partie sur la commune de Pouzol. Et là, il y a quelques personnes qui ont pu rentrer chez eux, mais les maisons qui seront au plus près du feu, les gens ne pourront pas rentrer encore chez eux. Merci infiniment, monsieur le maire. Évidemment, on reviendra à ces graves événements. L'étranger, ce sont les images qu'on va voir. Et l'aveu de Vladimir Poutine, vous allez l'entendre, c'est une très vaste opération des Ukrainiens qui est lancée ce soir, coordonnée avec des bombardements partout. Et la nouvelle donne, c'est une sorte de couloir qui est organisé avec une destruction systématique de tous les radars russes pour pénétrer en profondeur dans la Fédération de Russie. Écoutez Vladimir Poutine. Ces frappes contre nos infrastructures posent des problèmes, c'est évident. Nous constatons actuellement une certaine pénurie, mais elle n'est pas critique. Ces frappes tentent de créer les conditions pour lancer des négociations avec des termes qui soient favorables à notre ennemi. Nous ne leur laisserons aucune chance. Aucun de ces raids terroristes n'a la moindre influence sur la situation du front. Voilà cet aveu de Vladimir Poutine, c'est très impressionnant de l'entendre. On a l'impression là qu'il est en train de céder du terrain, mais attention, regardez bien les images des destructions que la Russie subit. L'heure de la vengeance est peut-être en train d'arriver. En tout cas, ce soir, Volodymyr Zelensky alerte sur un possible contre-feu. Il parle d'un bombardement massif russe qui serait en préparation. Xavier Titelman, ça c'est la première hypothèse, c'est que dans les minutes ou les dizaines de minutes qui suivent, eh bien, il y ait un contre-feu russe. Alors les Russes ont déjà commencé à tirer, et ce soir j'ai des amis sur place qui voyaient justement des missiles qui les survolaient et les interceptions ukrainiennes qui commençaient il y a quasiment 2 heures. Donc on savait que les Russes avaient accumulé un certain nombre de stocks pour tirer plus de 1000 drones, de mémoire une quarantaine de missiles de croisière et également des missiles hypersoniques et des missiles balistiques qui sont les plus difficiles à intercepter.
Ils vont certainement tout tirer cette nuit pour justement avoir une réponse, j'ai envie de dire marketing, face à l'efficacité ukrainienne, en tapant encore une fois sur la ville de Kiev. Mesurons bien le moment historique qu'on vit. Toutes les images qu'on voit de la Russie bombardée, et on va voir que c'est une très grande partie du pays. On va voir de manière encore plus impressionnante qu'il y a une espèce de percée qui est en train d'être ouverte par les Ukrainiens. C'est sans précédent. Pas depuis le début de la guerre d'Ukraine, ou depuis 10 ans, ou depuis 20 ans. C'est sans précédent depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale. Non, effectivement, c'est l'une des heures les plus noires pour, j'allais dire, ce royaume, cet empire russe, comme le pense et le pratique Vladimir Poutine, qui se sent et qui se sait très en difficulté. C'est comme ça que vous ouvrez cette séquence avec ce Vladimir Poutine derrière son bureau, un peu engoncé, qui est obligé de reconnaître qu'il y a effectivement des problèmes parce qu'il ne peut plus le cacher malgré tous les moyens et la censure déployés, y compris dans les régions les plus reculées. Dites-vous que sur 89 régions, 50 pratiquent désormais des mesures restrictives concernant, on va en parler, la distribution d'essence. Et donc quand les Russes maintenant lèvent les yeux au ciel, mais ils voient le genre d'images que l'on voit là, des drones, des munitions comme cela qui viennent les toucher et jusque dans des régions extrêmement reculées. Pourquoi maintenant, Général Yakovlev? Il faut vous saluer d'abord. Tout à l'heure, je disais là, les moqueurs se sont tellement moqués de Général Yakovlev en disant il est trop optimiste pour les Ukrainiens, il exagère, etc. Là, la réalité vous donne raison. Effectivement, c'est une offensive de très grande envergure. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il se lance là maintenant, le 1er juillet? Le 1er juillet, je ne sais pas, ça aurait pu être le 29 juin. Mais bien sûr, mais quels moyens ils ont là maintenant qu'ils n'avaient pas il y a un mois? Déjà, ils ont constitué des stocks, sûrement. Quand Zelensky parle d'une campagne de 40 jours, je suppose que c'est parce qu'il est assis sur le stock qui va bien pour peut-être 40 jours. Et puis, pendant plusieurs mois, ils ont attaqué les réseaux de communication, les radars, beaucoup de batteries solaires. Donc, ils ont affaibli les bulles de défense, ils ont crevé, ils ont percé à gauche, à droite, pour accroître le taux de pénétration de leurs missiles. Donc c'est pas comme si c'était rien passé avant. On a eu des attaques quasiment tous les jours. Ils ont forcé les Russes à consommer beaucoup de missiles solaires et on sait que la production de drones de longue portée ukrainienne est supérieure à la production russe de missiles solaires. De la même façon d'ailleurs que pour les Ukrainiens, il n'y a pas assez de patriotes et il n'y a pas assez de SAMT pour face à tous les objets que lancent les Russes. Oui, vous êtes avec nous aussi, Samantha de Bender, Noémie Alioua. Regardez la carte, puisque c'est une moitié de cet immense territoire qu'est la Fédération de Russie. C'est le plus grand pays de la Terre encore, même s'il a été beaucoup réduit après 91. Regardez, la liste est très impressionnante. Région Astrakhan, Tambov, Orel, Lipetsk, Oufa, Penza, Omsk, Samara et aussi et surtout Moscou. Et vous allez entendre la séquence qui suit. On est dans les files d'attente à Moscou, puisque la Russie est en grande part désorganisée ce soir. Les voilà tous en file d'attente pour la station-service. Regardez, lui aussi il fait la queue. Il a son clignotant mais il s'est retrouvé coincé dans les embouteillages. Là voilà la file d'attente pour faire le plein. Tout ça pour une station-service. On est mardi et il est 15h30. Je ne plaisante pas du tout, on est à Moscou, pas très loin du centre. Samantha de Bender, on est à Moscou, évidemment, ça, par rapport à ce qui était le début de la guerre, ça donne le tournis. On est à Moscou, pas loin du centre, dans un pays producteur de pétrole. Donc ça rajoute encore plus de l'ironie. Vous avez parlé de la moitié de la Russie qui est maintenant atteinte par ces attaques de drones. Mais si on rapporte ça à la population russe, c'est plus que la moitié. Parce que la population russe est concentrée vraiment dans cette partie, on va dire, centre-occidental, donc du côté européen de l'Oural. Donc c'est une grande partie de la population, je crois que ça pas loin de 70% de la population qui est en fait concernée ou qui est proche de gens qui sont concernés, sans parler de ceux qui sont en Sibérie, qui ne peuvent pas non plus s'approvisionner en pétrole parce que le pétrole ne circule pas. Donc là, les Ukrainiens sont en train d'amener la guerre aux Russes, mais aussi en faisant ça, leur objectif est très clair. Ils veulent empêcher la Russie de continuer à faire cette guerre. Ils sont en difficulté sur le terrain, moins de difficultés qu'avant, mais reprendre les terrains reste quand même plus compliqué. Par contre, là, ils peuvent vraiment agir sur le cours de la guerre.
Des drones sur Moscou. Regardez aussi les drones qui ont frappé Moscou tout au long des derniers jours. Il y a un homme qui incarne cela, il faut dire un mot de ça. Syrsky, c'est le patron de l'armée ukrainienne. Il est, regardez les dates, il est de 1965. Il a grandi donc en Union soviétique. Il a commencé sa carrière en Union soviétique. Très intéressante carrière. Une vraie carrière de militaire soviétique avant d'être ukrainien. Opération en Afghanistan, c'est jamais indifférent, c'était pas des tendres. Et ensuite, il a servi en Crimée, cette fois, au service de l'Ukraine contre les Russes. Donc, il connaît très très bien le terrain. Comme Zaloujny, il les a pratiqués, il a fréquenté les mêmes académies qu'eux, il connaît leur technique, il connaît leur culture, leur manière de réfléchir, de réagir face à l'adversité, d'opérer de manière très, verticale. La psychologie, il connaît la psychologie de l'adversaire à 200%. Ce qui permet d'anticiper, ce qui permet de développer la surprise stratégique qui est l'écart qui sépare ce que l'adversaire ou l'ennemi attend de ce que vous allez produire et faire sur le terrain, afin de le déstabiliser et in fine de pouvoir emporter la décision. L'Ukraine n'y est pas encore, mais au vu de ces images, ça semble quand même en prendre le chemin. Une chose qu'on n'a pas encore dite, parce qu'on a parlé de cette volée de drones et de missiles envoyés sur l'Ukraine à venir et passé, mais les statistiques disent quelque chose de très intéressant. La Russie perd du terrain depuis 2 mois, la Russie envoie moins, ça reste beaucoup trop, mais envoie moins de drones et de missiles. Moi, je ne surjoue pas à l'étonnement, mais je vous avoue que je suis presque surpris que vous ne soyez pas davantage surpris. Moi, je suis d'une génération où on pensait que si le territoire des États-Unis ou le territoire de la Russie était touché, c'était la guerre générale. Or là, on a une guerre maintenue au-dessous d'un certain seuil, et pourtant, elle est là, le territoire, la Fédération de Russie est frappée. C'est-à-dire que depuis le début de cette guerre, on s'attend malgré tout à ce qu'il y ait une réponse ukrainienne, mais sans doute qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse aussi forte, à ce qu'il puisse se défendre aussi fortement. C'est évident qu'il y a 4 ans, lorsqu'il y a eu l'agression russe sur l'Ukraine, personne n'aurait imaginé voir ces images sur le cœur de la Russie, sur les lieux de pouvoir, sur le lieu où vivent les élites. Et c'était très intéressant d'ailleurs le témoignage de cette dame qui était là dans sa voiture en train d'attendre dans les files pour essayer de récupérer de l'essence, lorsqu'elle dit c'est ici à Moscou. Et c'est précisément la stratégie de Volodymyr Zelensky. Lorsqu'il dit nous voulons frapper là où la guerre a commencé, nous voulons que la population russe sente la guerre comme la population ukrainienne l'a ressenti pendant beaucoup trop longtemps. Et là, ce qui se passe, c'est vraiment, au fond, les menaces de Volodymyr Zelensky qui s'inscrivent sur le terrain, qui montrent qu'ils ont été capables, jusqu'ici, d'aller au-delà de leurs promesses. Général Yakovlev, quel est le plan ? Est-ce qu'il y a un plan d'après vous ? De Zelensky ? Bah oui. Oui, très clairement. C'est d'amener Poutine à négocier d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais juste revenir, vous parler de Syrsky et le fait qu'il avait commencé comme officier soviétique. Moi, j'ai connu les Ukrainiens en 95, donc quelques années après leur indépendance. Cette génération d'officiers ne se concevait absolument pas comme ennemis. Un accident de l'histoire avait fait que l'Ukraine était devenue indépendante. Ils avaient fait leur choix, chacun de leur côté. Ils parlaient russe. Et ils parlaient russe, et puis ils se voyaient, et c'était des potes de promo, des camarades de régiment. Et la notion que les Russes puissent leur faire la guerre était, mais pas du tout, quoi. On s'est séparés en gros bons amis. Et en 2014, quand Poutine leur a fait le coup de la Crimée puis du Donbass, tous ces gars-là qui jusque-là avaient une attitude amicale vis-à-vis de la Russie. Ils voulaient pas le régime Poutine, c'était pas leur truc. Mais c'est la famille, quoi. On s'est fait attaquer par la famille. Avoir été du même creuset n'empêche pas la haine. Moi, je me rappelle dans l'ex-Yougoslavie. C'est la haine. Bien sûr. Je me rappelle dans l'ex-Yougoslavie, Karadzic, il était ancien médecin psychiatre, je crois, et il faisait tirer depuis il avait son ancien hôpital en face, et il disait, je tire là, et là, et là, et là, je sais que c'est le docteur truc, c'est le docteur machin. Donc c'était la haine entre des gens qui avaient travaillé ensemble pendant des années. Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai connu beaucoup de généraux ukrainiens aussi. Je n'ai parlé à beaucoup en 2014, qui me disaient, mais quand tout a commencé, moi, j'ai appelé mon pote Fyodor à Moscou, je disais, qu'est-ce que tu fais ? Et puis, tu dis bonjour à ta femme Irina de ma part, et puis à mon filleul que j'ai tenu quand il s'est fait baptiser. C'était quand le général Yakovlev a dit c'était de la famille, c'était vraiment de la famille. Syrsky, qui est en Afghanistan, ils étaient à côté. Non, c'est bien. De personnes qui sont aujourd'hui des généraux russes et qui sont en train de se faire la guerre. Et c'est ça toute la tragédie de cette guerre, sans parler des familles qui sont divisées, avec un père à Moscou et une mère à Lviv. Donc quelqu'un comme Syrsky qui a
qui est quand même beaucoup plus âgé que Zaloujny, qui lui n'a pas fait l'école militaire soviétique. Zaloujny a une quarantaine d'années, mais il comprend quand même très bien la mentalité. Sierski les comprend. Et justement, vous avez demandé si les Ukrainiens ont un plan. Ils ont un plan. Ils ont le plan de 14 jours dont ils ont parlé. Ils ont aussi un plan de reprendre un vieux concept soviétique qui est le contrôle de la profondeur opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment contrôler tous les endroits qui sont vitaux du point de vue opérationnel pour les Russes, pour les empêcher de continuer à alimenter leur machine. Regardez les bombardements sur les raffineries en particulier, puisque c'est vraiment, ils vont toucher les raffineries. Il y a 2 chapitres très importants qu'on va voir, c'est de quelle façon ils frappent les raffineries, et ensuite de quelle façon ils sont en train de percer les défenses russes en détruisant systématiquement les radars. Ils ont une stratégie extrêmement sophistiquée. Un mot sur les destructions de raffineries. Alors, d'une manière générale, ça a commencé quand même il y a relativement longtemps. C'était à l'époque de Biden. Biden disait c'est quand même pas très sympa, ça fait augmenter le prix du pétrole. Les Ukrainiens, eux, c'est leur sanction à eux. Et dès le début, c'est plus efficace que certaines sanctions européennes. Ça, pas qu'un peu, effectivement. Et donc, ils ont mis en place tous les moyens nécessaires pour être capables de taper d'abord sur une certaine proximité. On se souvient quand ils ont commencé à taper déjà sur le territoire russe en 2022-2023, on était assez étonnés. Et petit à petit, ils ont développé un écosystème qui leur permet d'avoir les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'on voit là à l'image? Par exemple, on est à Oufa, c'est un des sites les plus frappés. Alors, c'est les drones Lyuti ou FP1, j'ai pas eu le temps de le reconnaître. Donc, c'est des drones qui sont produits à 100% en Ukraine. Il faut savoir que sur le mois de juin, ils ont tiré 11 000 drones à plus de 600 km de distance. 11 000. Les Russes en interceptent à peu près 60%, mais ce qui fait que vous avez quand même 40% de ces drones qui passent. Donc, pardon, tout ce qu'on voit à l'image est maison ukrainien. 100%. Il n'y a pas un boulon qui vient d'Occident. Non, parce qu'à ce moment-là, ils auraient besoin de demander l'autorisation. Alors, il y a peut-être des équipements duo, par exemple des capteurs de GPS qu'on a sur nos téléphones portables, peut-être qu'ils vont les utiliser, mais ils les produisent parce que les Russes ont appris à essayer de les brouiller, donc ils produisent ça localement. J'ai vu les usines sur place dans lesquelles même l'électronique de ces drones est faite sur place. Les moteurs sont faits sur place. Et pour passer inaperçus dans leurs usines, les Ukrainiens, ils ont des usines qui sont toutes petites, à peine plus grandes que le plateau, et dans lesquelles la salle à côté, ils font le moteur, la salle là-bas, ils font les plastiques, et ils assemblent tout au milieu. C'est une autre époque. Mais c'est simplement qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été contraints de construire une industrie qui soit capable de ne pas se faire bombarder. Je recommande votre chaîne YouTube parce qu'on découvre ça, c'est vraiment passionnant. Je me rappelle aussi le film de Bernard-Henri Lévy où on voit à quel point, avec un téléphone portable, ils font plein de trucs au téléphone portable simplement. Oui. Ça paraît tellement, ils sont très digitalisés. Nous, on a l'identité numérique qui a été mise en place, etc. Eux, ils ont ce système-là qui permettait en 2022 de s'identifier comme étant un citoyen ukrainien. Dans mon jardin, il y a un Russe qui est là. Il y a un missile qui est en train de me survoler. 3 jours après le début de la guerre, ils avaient déjà développé une application qui permettait de pointer du doigt avec son téléphone portable dans le ciel, et ça permet d'augmenter le taux d'interception de ces missiles. La population, on parlait de résilience à l'instant, la population est impliquée pour soutenir son armée, y compris en niveau numérique. Les Anglais, vos amis anglais, vos compatriotes, quand au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se relayaient sur la côte pour dire voilà, on voit les avions, pour faire de la reconnaissance d'avions allemands qui arrivaient. Et c'était un grand moment de solidarité nationale d'ailleurs, qui est souvent évoqué par ceux qui sont encore en vie, avec une pointe de nostalgie, malgré les destructions qui avaient lieu et les morts bien sûr, mais c'était un moment où les gens s'entraidaient vraiment et allaient au pub après les bombardements. Voilà, le bonheur anglais. S'entraider, faire la guerre et aller au pub. Boire du thé. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont les Ukrainiens, me semble-t-il, ont réfléchi, il y a la tentative, si vous voulez, d'identification de ce qui était censé faire la force de la Russie, à la fois sa profondeur stratégique, 17 millions de kilomètres carrés, et aussi son industrie liée à l'exploitation des énergies fossiles, deuxième exportateur de pétrole au monde. Et je pense que les Russes, de ce point de vue-là, se sentaient très à l'abri. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de surprise stratégique, parce que les Ukrainiens, justement, ont trouvé des moyens très inventifs de transformer ces forces en faiblesse. C'est impossible de défendre 17 millions de kilomètres carrés, et en s'en prenant aux raffineries et au pétrole, ils sont en train, et on va sans doute en parler plus tard, Darius, de forcer les Russes à importer à ce stade du pétrole de certains... Des centaines, 60 000 tonnes d'essence auraient été expédiées de l'Inde vers la Russie. La Russie en est réduite à supplier les alliés d'importer 400 000 tonnes d'essence. Comme vous dites, ils retournent la force de l'adversaire. En art martial, je ne sais pas comment ça se dit. Utiliser la force et l'élan de l'adversaire pour le déstabiliser, le faire basculer. Adrien Denis, qui pilote cette émission, est champion de karaté. Il me dira dans l'oreillette ce que c'est que la figure de karaté pour s'appuyer sur la force de l'adversaire. Il y a une autre surprise stratégique, c'est que on
on ne sait pas que, a priori, Zelensky n'a pas demandé l'autorisation à Trump. Le grand absent là-dedans, c'est l'Amérique. Vous vous souvenez l'année dernière, en février, quand Trump lui disait « c'est moi qui ai toutes les cartes ». Eh ben, à force d'avoir traité les Ukrainiens par le mépris, maintenant, il n'a plus aucune carte. D'ailleurs, parce que le renseignement américain, les Russes, les Ukrainiens n'en ont pas besoin. Est-ce qu'ils demandent l'autorisation de quelqu'un ? Non. Bah non, justement. Mais ça, Trump, en février 2025, était convaincu que j'ordonne et il obéit. Et donc j'ai toutes les cartes. Aujourd'hui, l'Amérique n'aide pas financièrement l'Ukraine, leur donne des patriotes que nous achetons, les Européens en fait, et le renseignement n'est nécessaire aux Ukrainiens que pour utiliser les armes américaines, qu'il n'y en a plus. Donc en fait, c'est une déclaration d'indépendance. C'est une déclaration d'indépendance de Zelensky par rapport à Trump. Trump n'est plus, l'Amérique n'est plus le mentor de l'Ukraine. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, avec le général Yakovlev, avec Noémie Alioua, avec Gallagher Fenwick, avec Samantha Bernen et avec Xavier Titelman, regardez 2 images qui résument ce que nous sommes en train de vivre. Ce sont des heures inédites depuis le début de cette offensive de la Russie contre l'Ukraine. La situation est en train de basculer en un bras de fer général entre les 2 capitales, Kiev et Moscou. Kiev et la Russie. À gauche, vous avez le métro de Kiev. Les gens redescendent dans la rue puisque c'est une alerte. Ce soir, le président Zelensky dit la vengeance de la Russie va s'exercer. Ils s'attendent à des bombardements massifs dans les minutes ou les dizaines de minutes qui arrivent. Et vous entendez le son des sirènes. À droite, ce sont les bombardements partout en Russie qui sont opérés. C'est une très vaste opération qui est menée par le commandement ukrainien. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que à la vue de ces images, on pourrait se dire ce sont les Ukrainiens qui sont en difficulté puisqu'ils sont dans les couloirs de leur métro, tandis que vous montrez une vue d'oiseau de la Russie. Les citoyens russes, je vous le confirme, qu'ils soient à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Oufa ou ailleurs, Volgograd, ne descendent pas. Vous savez pourquoi ils ne descendent pas ? Parce que les gouverneurs ont ordre de ne pas trop prévenir les citoyens. Parce que les prévenir, faire retentir les sirènes, les inviter à aller aux abris, c'est dire qu'on ne maîtrise pas la situation. C'est admettre que la situation n'est plus ou pas à la faveur de la Russie, et donc que la guerre est bien là et qu'il faut prendre des dispositions en conséquence, alors que selon Vladimir Poutine, c'est toujours la poursuite d'une opération militaire spéciale, et que les choses, certes, sont un peu vacillantes, mais que la Russie continue d'avoir les moyens de sa supériorité. Juste, on peut s'arrêter sur ces images qui sont très belles, je trouve, avec cette dame qui est en train de caresser son chat, et son compagnon derrière qui lui met, qui est en train de lui caresser les cheveux. Ça dit quelque chose aussi, de l'affection qui peut jouer dans ces moments d'inquiétude que vivent les populations lorsqu'elles sont sous les bombes. Ne parlez pas d'animaux, on est fans d'animaux. Samantha de Bendern et moi, on est fans des chiens et des chats, donc chacun c'est... Moi, j'ai pas compris comment elle arrive à contrôler son chat. On reparlera de l'art de contrôler les chats. C'est que, effectivement, le fait de ne pas déclencher les alertes, en particulier en Crimée, parce que comme il y a des trucs qui volent toutes les 2 heures, ça finirait par mettre tout le monde à cran. Mais c'est aussi que la population russe sait qu'elle n'est pas visée, en fait. Si vous n'êtes pas le voisin d'un radar ou d'une raffinerie, vous savez que un accident peut arriver, un drone atteint finit sa carrière chez vous, mais en gros la population russe sait qu'elle n'est pas visée, alors que c'est pas le cas des Ukrainiens qui savent que eux sont visés. C'est la population qui est visée. Comment Poutine va réagir dans quelques instants? On va le voir, puisque évidemment c'est un grand enjeu de la soirée. Alors par des bombardements classiques, ou est-ce qu'il est prêt à aller plus loin? On en parle dans un instant. Un mot sur la percée du front. De fait, c'est une percée du front russe. C'est sans précédent depuis 1945 qu'il y ait autant de forces adverses à la Russie qui pénètrent aussi profondément dans le territoire. Alors, il y a un certain nombre de zones dans lesquelles il y a des avancées ukrainiennes en ce moment. Donc, il y a 2 choses. On parle là de la guerre à longue distance, qui a un effet stratégique qui doit mettre le genou à terre pour que la Russie vienne à la table des négociations. Cesser le feu en octobre-novembre. A priori, j'ai pas mal de contacts sur place qui disent que tout est aligné pour cesser le feu en octobre-novembre. Mais par contre, sur le front, effectivement, les Ukrainiens ont pris l'avantage dans le domaine de la guerre des drones à partir du mois de février, notamment pour assécher la logistique. La logistique russe n'arrive pas à arriver sur le front. Ça a imposé à Russes de purement et simplement se retirer de certaines zones, comme la péninsule de Kinbourne. Ça fait que les contacts que j'ai dans la zone de Kherson disent qu'ils ont moins de bombardements par d'artillerie, parce que les Russes n'arrivent plus à envoyer l'artillerie, les obus dans cette zone pour pouvoir se défendre. Et vous avez comme ça des zones qui sont plus ouvertes, permissives d'un point de vue aérien, qui permet aux Ukrainiens de faire des offensives. Ils ont libéré 600 km² dans le sud sur l'année
en cours. Et dans le Donbass, il y a certaines zones dans lesquelles ils ont libéré plusieurs dizaines de kilomètres carrés que les Russes maîtrisaient depuis plus d'1 an. Donc c'est une opération en cours. Regardez plus exactement ce qui est en train de se passer. Les forces ukrainiennes ont diffusé des images qu'on voit maintenant de l'opération Polyfem, campagne qui cible les systèmes radars russes. Regardez, ils s'en prennent aux radars les uns après les autres. Là, on est dans la région de Bryansk, mais c'est partout dans une grande partie en tout cas de la Russie. Et le but est d'ouvrir en quelque sorte un chemin aux drones et peut-être aux missiles, vous allez nous le dire. Ça, c'est le système de télécommunication. Ça, c'est le réseau, de commandement. Qu'est-ce qu'ils arrivent exactement à casser avec ce système Polyfem, C'est le Polyfem de l'Odyssée qui se fait aveugler par Ulysse. Alors, le système de télécommunication permet aux drones de naviguer, permet aux drones de s'orienter. C'est pour ça que le grand événement de la semaine dernière, c'est quand le président bélarusse a éteint tout ce même système de télécommunication qu'il y avait le long de la frontière entre le Bélarus et la Russie. Mais qu'est-ce qui casse exactement et avec quel effet ici ? Ils sont en train, et vous rappeliez le mythe de Polyphème, ce géant qui prend Ulysse et ses compagnons au piège dans la grotte et il lui enfonce un puits enflammé dans les yeux pour l'aveugler, pour pouvoir s'échapper. Ils sont en train littéralement d'aveugler en fait les Russes, en tous les cas là, j'allais dire l'appareillage militaire, afin qu'ils ne puissent pas détecter ce qui est en train d'entrer, qu'ils ne puissent pas différencier amis d'ennemis, et donc afin de pouvoir cibler les raffineries. Il y en a une quarantaine, il y en a 25%, donc à peu près 16, qui ont été très sévèrement abîmés, ce qui entame la capacité de raffinerie, et puis ensuite cibler des sites stratégiques, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs chapitres. Il y a un premier chapitre où ils envoient des munitions qui sont peut-être interceptées, ce qui permet de repérer, de géolocaliser les systèmes. Deuxième salve qui permet de les neutraliser, et puis la troisième qui va toucher aussi. Comment est-ce possible ? La Russie, ils ont 5000 ogives nucléaires et ils ne peuvent pas lutter contre des drones qui arrivent. Je veux dire, ça, c'est leur système, ce sont leurs yeux et leurs oreilles. Là, c'est la base. Alors, je ne sais pas exactement quel type de radar. Si ce sont des radars, c'est des radars plaques, c'est des systèmes qui sont mis là, on voit sur des antennes radio, téléphoniques. Et donc, s'ils ont mis ces radars à ces endroits-là, c'est eux les premiers qui vont commencer à voir les drones ukrainiens qui sont en train d'arriver. Donc, si les Ukrainiens arrivent à détruire l'un après l'autre ces radars, ça me paraît petit pour des radars, mais néanmoins, les radars plaques de nouvelle génération, s'ils ont acheté ça aux Chinois, par exemple, c'est possible. S'ils arrivent à les détruire, et on voit que là, ces systèmes ne sont pas brouillés, on a un retour vidéo qui est instantané, on voit que c'est des drones qu'on appelle les FPV, c'est-à-dire que c'est des drones avec les quadcoptères sur le dessus, c'est pas des trucs qui vont très vite avec des avions à hélice. Donc, pour être capable de taper sur ces hélices dans Bryansk, c'est-à-dire qu'on est en Ukraine, en Russie, pardon, on n'est pas en Ukraine occupée, ça veut dire qu'ils ont des drones de grande taille qui lancent ces drones kamikazes FPV qui vont aller jusqu'à l'impact. Il y a un grand drone qui lâche des plus petits drones. Oui, parce que là, à la distance où se trouvent, a priori, ces antennes, elles sont pas à 20 km de la frontière. On est à 50, 70 km, tout comme les Ukrainiens sont capables de retourner sur Mariupol, qui est à 160 km du front, parce que il y a des gros drones qu'on appelle les Baba Yaga, qui sont des sortes d'hélicoptères, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ils vont s'approcher à plusieurs dizaines de kilomètres et eux, ils vont larguer ces petits drones qui vont faire ça, et ces gros drones vont aussi servir de relais de communication, d'où le retour vidéo qui est de bonne qualité. Et ce qu'on voit en fait ici, c'est je dirais pas la fin de la dissuasion nucléaire, mais une remise en question de la dissuasion nucléaire. En début d'émission, Darius avait posé la question, comment ça se fait que cette Russie qui se retranche derrière son arsenal nucléaire soit attaquée et qu'il n'y a pas de réponse. Regardez ce qui s'est passé dans la guerre en Iran. Ces grands États-Unis avec leurs énormes porte-avions, finalement, ils ont quand même perdu cette guerre contre l'Iran. La dissuasion nucléaire, ce n'est pas tout si on n'a pas une profondeur conventionnelle. Alors, la Russie a une grande armée conventionnelle. Bien sûr, Samantha, mais on n'a pas frappé. Il n'y a pas eu de frappe aux États-Unis. Non, il n'y a pas eu de frappe aux États-Unis, mais si vous voulez, aujourd'hui, on rentre dans la guerre, dans l'époque des guerres de David contre Goliath. Et pour le moment, c'est David qui gagne dans les deux cas. La Russie se croyait justement inattaquable. Parce que qui va oser attaquer la Russie ? Et surtout pas un pays qui n'a pas sa propre arme nucléaire. Regardez les Ukrainiens, ils osent attaquer la Russie. Pour le moment, la Russie n'a pas répondu avec une arme nucléaire. Je dis bien pour le moment. C'est un autre débat. Je ne pense pas. Et on y viendra dans un instant. On va voir Poutine qui a réuni son conseil de sécurité. Un mot sur la manière dont Moscou est en train de se prémunir. Les systèmes Pantsir et tout l'arsenal anti-aérien qui sont en train de disposer partout autour de Moscou. On dit que ce sont les cercles de la peur pour entourer la ville et la prémunir.
C'est le signe que tout se passe comme prévu. Tentative d'invasion totale en février 2022. Je rappelle que les officiers russes qui ont traversé la frontière, notamment depuis la Biélorussie, dans cette fameuse colonne de 60 km qui est jamais repartie et qui n'a pas pu continuer à avancer, ils avaient leur tenue d'apparat pour défiler dans les Hauts-de-Kiev. Ils avaient fait des réservations dans certains des restaurants les plus chics de la capitale ukrainienne, pensant que c'était une affaire de jours, de semaines peut-être, avant de pouvoir défiler dans leur belle tenue et de prendre le contrôle de ce pays. Voilà que dans leur capitale et aux abords des sites les plus stratégiques dans la capitale de cet immense empire, ils sont en train d'empiler les systèmes Pantsir, qui sont des systèmes d'interception de missiles, de drones sur le toit des bâtiments. Imaginez quand vous êtes citoyen russe et que en juillet 2026, vous voyez ce genre d'image, je pense que vous posez plus que des questions. Qu'est-ce qu'ils installent ici exactement, Xavier ? Alors l'hélicoptère, c'est un Mi-26 qui est le plus gros appareil conventionnel, hélicoptère conventionnel du monde. Lui, il est gigantesque, on ne se rend pas compte, mais il peut transporter, je pense, plus de 40 tonnes. Et en dessous de lui, sous élingue, on a simplement ce système de défense aérienne, parce que l'objectif des Russes, désormais, c'est de les poser en hauteur. Quand on est proche du sol, on a un horizon radar qui fait que, vu que les Ukrainiens volent très très bas, ils ont appris à voler le plus bas possible, on les détecte au dernier moment et c'est presque trop tard. Et donc on essaie de les mettre en hauteur. Et on a comme ça un certain nombre de bâtiments sur lesquels les Russes ont positionné. Mais quel est le seul moyen d'aller mettre une défense aérienne sur le toit d'un immeuble ? C'est en allant avec des hélicos. Dans la psychologie russe, comment est-ce qu'ils vivent ça d'après vous ? Ils ont tellement cette idée que la terre russe est sacrée, que Napoléon a été piégé. Hitler a été piégé, tous ceux qui sont risqués d'entrer dans l'espace russe ont été piégés. Et là, pour l'instant, les Ukrainiens ne sont pas piégés, pour l'instant en tout cas. Ils considèrent quand même que leur terre est sacrée. Par contre, ils se rendent bien compte que tous les discours qui ont été tenus par Vladimir Poutine étaient des discours de propagande qui ne tiennent pas face à la réalité. C'est, vous savez, cette formule de Jacques Lacan qui dit le réel, c'est quand on se cogne. C'est-à-dire que l'idéologie ne fonctionne pas quand on se cogne à la réalité. Là, vous pouvez. Je suis pas sûr que citer Lacan à Poutine, à mon avis, tout ça, c'est très décadent. Alors Lacan déjà, franchement, mais enfin, c'est surtout très ennuyeux, mais c'est en plus. C'est-à-dire qu'il y a une réalité intangible. Le réel est intangible d'une certaine façon. Il aura beau continuer à tenir ces discours qu'il a continué à tenir pendant beaucoup trop longtemps, selon lesquels tout se passait bien et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter pour la Sainte Russie. Le fait est qu'aujourd'hui, il est très difficile pour le deuxième exportateur de pétrole simplement de pouvoir avoir de l'essence dans sa voiture. Et ça, c'est une réalité qu'il n'est plus possible de nier. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, Vladimir Poutine lui-même finit par avouer qu'il y a des soucis, qu'il y a des difficultés et que la population va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais il est obligé de le faire parce que c'est une réalité qui est intangible. Général Yakovlev, vous avez des origines russes. C'était quoi, votre père, votre grand-père, grand-père qui était menchevique, c'est ça ? Ouais, mais avant, il était socialiste révolutionnaire. Donc c'était donc j'ai un passé de terroriste. Voilà, ça m'étonne pas du tout. Mais enfin, c'était des révolutionnaires qui étaient vaincus par les bolcheviks, en gros, quoi. On peut dire comme ça. Vous avez cette sensibilité-là. Comment les Russes vivent ça, les dirigeants russes ? Alors les dirigeants, forcément ils le prennent mal parce que c'est humiliant. Et puis c'est surtout leur contrôle de la population de Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est elle qui est conditionnante, je pense, pour Poutine. Il a dit c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Ça concerne que les Ukrainiens et pas vous n'êtes pas concernés. Donc ne vous mêlez pas de la conduite de la guerre puisque vous n'êtes pas concernés. Bon là les gars se disent maintenant je suis quand même concerné. Regardez, là, c'est une des images du jour. C'est Vladimir Poutine qui réapparaît, qui réunit son Conseil de sécurité. C'est l'organe suprême en matière de défense des intérêts vitaux de la Fédération de Russie. Ce sont les mêmes qui s'étaient réunis juste au début, juste avant l'invasion en 2022. Et certains sont toujours là. D'ailleurs, la direction poutinienne change assez peu en réalité. Volodine, c'est le patron de la Douma. Patrouchev, Mishustin, Narishkin, c'est le fameux patron du SVR qui avait gaffé. Voilà. Il avait lâché le morceau. En fait, il a lâché le morceau le 22 février 2022 en disant oui, je suis pour l'annexion des territoires de Luhansk et Donetsk. Et Poutine lui a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'annexion ? Et c'était en fait pour qu'ils aient une autonomie. Il a lâché le morceau un an trop tôt. Et c'était extraordinaire de le voir devenir tout blanc, de balbutier, de se faire humilier par Mais Poutine l'a gardé. C'est des systèmes où si on est humilié, ça veut dire qu'on est gardé d'autant plus. C'est si on vous fait un sourire qu'il faut faire attention. Écoutez, de telle façon, on va revenir évidemment à cette réunion, mais la télévision russe, qui est très consciente que
il y a un risque que la Russie soit la risée du monde. Et dit-elle, en tout cas, c'est ce que cherchent en tout cas les Ukrainiens. Ils essaient de faire de la Russie la risée du monde entier. Tous nos problèmes actuels dans l'espace post-soviétique sont liés à une seule et même chose, le fait qu'une bande d'imbéciles soit actuellement convaincue que la Russie est confrontée à d'énormes problèmes. Ils regardent la situation et pensent que nous n'avons aucune ressource. Nous avons des ressources, nous avons la puissance, nous avons toutes nos capacités. Nous devons faire preuve de volonté, provoquer ne serait-ce qu'une seule fois une crise cardiaque chez ces vauriens pour les ramener à la raison. On sent là une sorte de rage, être la risée du monde, ça, quand on est une grande puissance, pour eux, c'est très très sensible. Surtout, ce qui est frappant dans cet extrait, c'est qu'on pourrait revenir à, fin 2022, septembre, au moment de la contre-offensive, Kherson, Kharkiv, et les Russes qui disaient, et je me souviens, je crois que c'était Vladimir Poutine qui avait dit, non, mais en fait, la guerre n'a pas vraiment commencé. Et vous allez voir, la Russie n'a pas abattu toutes ses cartes, elle est capable de faire beaucoup plus. Donc on a le retour de ce laïus avec tous ces hommes, en costume sombre, qui donnent quand même l'impression d'être là pour une sorte d'enterrement. Alors, je pense que la question, c'est qui va enterrer qui. Et puis, en fait, ces hélicoptères, tout à l'heure, parce que, pardon, je reviens un tout petit peu, en fait, me faisait penser à des vautours ou des corbeaux. Je pense que c'est aussi une manière de faire peur à la population, de dire, attention, l'armée est là, on veille à votre sécurité, mais on vous surveille également. Donc, il est sans doute un peu prématuré de commencer à, prédire une fin de règne. Et il y a un parfum quand même comme ça qu'on peut pas ignorer. Autour de la table, ils doivent se dire, ça se passe pas exactement. Le monde entier doit regarder les chemises rouges et des petits dossiers rouges. Chacun essaye, je pense que la CIA, le MI6, etc., tout le monde doit essayer de lire ce qu'il y a sur les... J'imagine qu'avec des moyens un peu perfectionnés, qu'il y a des bons yeux ici autour de la table, on doit essayer de lire ce qu'il y a là. Ils ont parlé notamment de Kaliningrad, et c'est très intéressant. Kaliningrad, c'est l'exclave russe qui est entre la Pologne et la Lituanie. Et c'est un sens très spécial, en général. Oui, ça a un sens très spécial. Déjà, historiquement, c'est une conquête de l'Union soviétique sur l'espace allemand. Kaliningrad, c'était Königsberg, donc c'est les chevaliers teutoniques, c'est la Ligue hanséatique, ça a jamais été russe. C'est devenu soviétique en 1945 et maintenant c'est russe. C'est truffé de missiles maintenant. C'est une forêt de missiles, notamment nucléaires, de défense solaire et aussi navale. Enfin, c'était un porte-avions avancé au milieu de l'OTAN. Mais c'est très vulnérable. Kaliningrad est très vulnérable. Alors, Kaliningrad n'a pas été attaqué en drone par les Ukrainiens parce qu'il faudra survoler du territoire de l'OTAN pour y arriver. Et donc, ça se fait pas, quoi. Mais pour moi, Kaliningrad est une façon pour Poutine de reparler de nucléaire. Du sommet de l'OTAN de la semaine prochaine, de dire Kaliningrad, c'est au milieu de vous. Vous êtes concerné. Je pense que Poutine est dans une stratégie d'impliquer Trump dans cette affaire. Il veut que Trump le sorte de sa mouise. Il a marabouté Trump, donc il compte sur lui. Sa dernière carte, c'est Trump. Et tout ça, c'est de la pression sur Trump. Et votre supérieur hiérarchique nous a rejoint. C'est l'amiral Koldefi qui était numéro 2 des armées. Merci beaucoup, amiral, d'être là, ancien major général des armées, directeur des opérations de l'état-major de la marine. Est-ce que vous partagez l'analyse du général Yakovlev ? Il a forcément raison. Vous êtes obligé. Voilà. Amiral. Est-ce que c'est-à-dire que là, Poutine est en train de donner un signal qui est en lien avec l'OTAN et le nucléaire ? Alors, je n'ai pas écouté les propos précédents, mais sur le nucléaire, les choses sont trop graves pour considérer que les intérêts vitaux de la Russie sont atteints, etc. Le seul danger qu'on a dans le domaine du nucléaire, c'est que les intérêts vitaux de la Russie, ce sont actuellement les intérêts vitaux de Poutine. Et donc, on s'est tous trompés en 2022, moi le premier, peut-être le général aussi, en disant qu'il n'attaquerait pas. Et donc là, c'est un réel danger que Poutine ne courra pas pour le moment, parce qu'il n'est pas en situation de le courir, sauf s'il pense qu'il est à la dernière extrémité. En revanche, le sommet de l'OTAN doit permettre à l'OTAN de montrer une détermination. Rappelons que l'OTAN, c'est une alliance politique. Et l'intérêt de l'OTAN, c'est de montrer la détermination
tous ensemble, et pas simplement parce que le grand chef a dit qu'il fallait se défendre. Vous connaissez bien l'OTAN, et comme ça que ça se passe. Donc là, il risque de se retrouver avec un front otanien qui ira du nord au sud de l'OTAN. Et d'habitude, c'était un petit peu plus réparti entre ceux qui voulaient, comme les Français, avoir une position originale, etc. Est-ce que vous croyez, ici sur ce plateau, à l'usage d'un nucléaire qui aurait pour but, disons, de terrifier les Occidentaux ? Évidemment, soit un essai, pas forcément d'ailleurs un bombardement, mais un essai très spectaculaire. Le général, Alain Bauer disait sur ce plateau, une hypothèse, c'est que Poutine le fasse en disant aux Occidentaux, voilà, maintenant, on arrête tout. Dernière menace et on arrête tout. Et certains Européens seraient peut-être tentés effectivement d'entrer dans le chantage. Non, mais... c'est la grande question que tout le monde se pose depuis le début de cette guerre. Moi, je crois que Poutine n'a aucun intérêt à utiliser le nucléaire. D'abord, s'il fait ça tactiquement, quoique le mot tactique dans cette guerre, je trouve, ne veut rien dire, parce que l'utilisation d'une arme nucléaire aussi grande ou petite qu'elle soit, ce serait pour avoir un effet stratégique. Mais sur le champ de bataille, ça ne servirait strictement à rien. Il va quoi ? Il va détruire quelques unités ukrainiennes. Bon, il le fait déjà. S'il fait ça sur une population civile, là, le monde entier va lui être à dos. Mais l'essai, ne serait-ce qu'un essai, un essai au-dessus de la mer Noire, vous savez très bien que beaucoup d'Européens seraient tétanisés. Alors, un signal qui pourrait être inquiétant, ce serait une reprise des essais nucléaires, surtout que la Russie est sortie du traité anti-essais nucléaires et que les États-Unis disent finalement, nous, on pourrait reprendre les essais aussi. Mais il faut comprendre une chose aujourd'hui, économiquement, aujourd'hui, la Russie tient grâce à la Chine. La Chine est totalement opposée à l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie dans cette guerre. Et je crois que la Russie sait très bien qu'elle ne peut pas se permettre de perdre cet allié aujourd'hui. Moi, je reste étonné quand même par votre vision des choses, alors que pendant des décennies, on a dit pendant la guerre froide, ils peuvent tenter un coup. Les soviétiques peuvent attaquer. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous considérez que ce régime serait moins agressif potentiellement que l'Union soviétique. C'est pas qu'il est moins agressif, c'est que l'emploi de l'arme nucléaire, c'est le test de loyauté ultime. Et quand vous avez montré ces gens en costume sombre autour de Vladimir Poutine, je pense qu'à partir du moment où ils apprennent, où ils pensent que le chef y pense, ils se mettent à négocier. Pas avec lui, mais avec nous. Lui contre eux, un bon accord pour nous. Parce que vous n'allez pas déménager, nous non plus. L'emploi d'une arme tactique ne permettrait pas d'emporter la décision. Elle provoquerait énormément de morts, y compris chez eux. Tous n'ont peut-être pas envie de mourir pour Vladimir Poutine, qui les a quand même mis dans un sacré pétrin à ce stade. Et donc, en sortir dignement, c'est peut-être sacrifier le grand chef pour s'assurer un meilleur sort derrière. Et ça, je pense que Vladimir Poutine y pense, notamment quand il les a autour de lui. Et j'imagine que certains, peut-être parmi nos services, ont déjà entamé des contacts en vue d'éventuelles discussions, parce que la question que vous nous posez, elle est posée par beaucoup de monde et à beaucoup de monde. Mais ils sont obligés de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas supporter, on revoir les images de bombardement. Là, c'est la Fédération de Russie. Encore une fois, c'est pas le Luxembourg qui est bombardé. Quand on est une grande puissance, est-ce que vous imaginez une seule seconde les Américains qui verraient leur principale ville touchée, Moscou, New York, Washington, et qui ferait rien. Non, mais il y a un moment, ils ont qu'à pas être mauvais, ils n'avaient pas qu'à rentrer dans cette guerre, et ils peuvent s'arrêter demain. Ils peuvent s'arrêter demain, je veux dire, les Russes, c'est quand même ça qui est plus simple. Ils n'ont aucun moyen de répondre. Mais allez leur dire, attendez, il y a déjà Noémie qui va leur parler de Jacques Lacan, vous allez leur faire... Ils seront très sensibles à tout ce que vous leur dites. Ils ont vu leur ville bombardée. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 si c'était pas... non seulement c'était un bombardement, mais ils ont quand même engagé la guerre d'Irak, qui a fait 1 million de morts contre quelqu'un qui n'aurait rien fait. L'OTAN qui a été déclenché, et même à ce moment-là, il n'y a pas eu de riposte nucléaire. Donc, mais ils ont réagi, ils ont attaqué l'Irak, qui n'aurait rien fait. Alors d'abord, c'est la Russie qui a commencé l'attaque, et la Russie, malheureusement pour les Ukrainiens, elle réagit à ces attaques. Alors, on apprend ce soir qu'il y a des bombardements sur Kiev qui sont en cours, très visiblement. Les alertes sont en train de retentir. Bon, évidemment, on suivra tout ça en direct. Là, le risque qu'il y ait un bombardement conventionnel cette fois. Là, on ne parle pas d'une attaque nucléaire. Il est extrêmement fort ce soir. Non, effectivement, vous le rapportez, Darius, ce sont les informations qui nous reviennent en ce moment même. Il y a des incendies à Kiev, avec très probablement des frappes qui ont commencé, peut-être des actions de sabotage. Tout à l'heure, depuis l'Irlande, où il se rendait pour discuter avec son homologue irlandais, le président ukrainien, lors de la conférence de presse conjointe, a prévenu ses concitoyens que les jours prochains seraient sans doute, je le cite, très très difficiles. Et puis il a dit qu'il allait tout de suite reprendre l'avion pour rentrer et être aux côtés de ses compatriotes, en vue effectivement de ces heures difficiles, puisque, expliquait-il, ses services de renseignement lui expliquaient que Vladimir Poutine avait donné des ordres pour des frappes massives contre
l'Ukraine. D'où les images que vous avez diffusées tout à l'heure de ces personnes qui ont, pour certaines, pris leurs êtres aimés, animaux. Et c'est en cours, puisqu'un incendie s'est déclaré dans le centre de Kiev à la suite d'une détonation survenue pendant l'alerte aérienne. Les journalistes entendent détonation, nuages de fumée qui s'élèvent dans le centre de la capitale ukrainienne. Écoutez bien la déclaration qui va suivre, c'est la télévision russe qui dit: cette fois-ci, on peut frapper la rue Bankova. La rue Bankova, c'est un peu le faubourg Saint-Honoré, c'est là où est la présidence ukrainienne, mais vraiment tout l'État est concentré là. Et jusqu'à présent, les Russes n'avaient pas frappé. Ça pourrait changer. Écoutez. Lorsqu'on a dit aux ambassades de Kiev, s'il vous plaît, partez, nous aurions dû détruire quelque chose pour le symbole, comme la rue Bankova, où ce petit rat ne cesse de donner ses interviews. Но вот если бы уничтожить символ, пусть он будет пустым, этот символ, этой банковой, вот где этот крысеныш дает все время... Peut-être que tout était mis en scène dans un bunker, mais quand il le fait sur la place devant son bureau, c'est un symbole. Ce sont des revanchistes. Frapper la Russie est leur principal objectif dans la vie. Ils veulent récupérer les terres qu'ils ont perdues. Amiral Koldefi, est-ce qu'ils peuvent se permettre cette fois de bombarder? Jusqu'à présent, c'était tabou. Bombarder s'ils y arrivent. C'est-à-dire, si la défense ukrainienne n'arrive pas à les arrêter, les grands centres du pouvoir, la rue Bankova, qui est vraiment le cœur du cœur de l'État ukrainien. Oui, bien sûr. Jusque-là, ils ont ce que j'appelle commis des crimes de guerre en bombardant hôpitaux, maternités, écoles, etc. Alors que les Ukrainiens, effectivement, ont bombardé des objectifs militaires. Mais il n'y a pas de limite. Et je pense que le bombardement de centres de pouvoir politique, comme ceux que vous évoquez, est tout à fait possible dans la logique russe actuelle. Ils sont un petit peu à bout. Je reviendrai sur le nucléaire, car rappelons-nous qu'au début des années 50, tant les Américains que les Soviétiques pensaient qu'on pouvait faire une bataille nucléaire. Il y avait un champ de bataille, on balançait 10 kilotonnes, 5 kilotonnes, etc. Et bien sûr, tout cela... Mais il était où le champ de bataille? Chez nous? Bien sûr. Oui, c'est pas très sympathique, Allemagne, ça. Non. Ah ouais, il était en Allemagne. On va dire en Allemagne pour pas faire peur aux Français. Enfin, c'était quand même là. Attendez, ce que vous dites là est énorme. Vous dites que ça faisait partie vraiment de leur plan intellectuel, c'est on fait la bataille, mais sur le champ de l'Europe. Ah ben bien sûr. C'est là que ça se passait. Les Américains avaient utilisé la bombe à Hiroshima, 15 kilotonnes, avec les dégâts qu'on connaît, mais bon, même si on envisageait un champ de bataille comme ça. Il y a eu théoriciens des deux côtés. Ça s'est un peu estompé dans les années 60, et maintenant c'est complètement obsolète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation dans l'emploi du nucléaire. Et c'est pour ça que Poutine, à mon avis, c'est pas demain la veille, pour parler vulgairement, qu'il va utiliser l'arme nucléaire. En revanche, tout ce qu'il peut faire, je veux dire, vous évoquez les centres de pouvoir politiques ukrainiens, ça oui, il ne va pas s'en priver s'il considère que c'est important, et surtout s'il peut y arriver, qui n'est pas sûr. Xavier. Moi, juste un point, parce qu'en fait, en septembre 2025, la Russie a touché l'hébergement du cabinet des ministres, c'est-à-dire le centre du pouvoir ukrainien. Ils ont déjà tapé une première fois, ils ont déjà visé plusieurs fois des ministères. Donc taper sur l'échelon politique, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas exclu et qu'ils ont déjà mis en œuvre depuis l'année dernière. Je veux dire, politiquement, pour faire du bruit, toucher la maison de Zelensky ou toucher des églises comme ils l'ont déjà fait, c'est ça la réponse russe. La réponse russe, c'est du terrorisme d'État. Ce n'est pas une réponse militaire appropriée et qui doit correspondre effectivement à des frappes qui sont sous des infrastructures militaires. Justement, il y a les infrastructures, les maisons, mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient éliminer demain Volodymyr Zelensky? Mais ils ont essayé 40 fois, ils le cherchent. Bien sûr, ils essayent. Vous pensez qu'ils pourraient y arriver? Non. Le Mossad. Et est-ce qu'on est au stade où les deux services vont essayer de tuer les présidents respectifs? On le disait tout à l'heure en parlant de Syrski, tous ces gens se connaissent, le FSB et le SBU, et je pense qu'ils ont des fiches longues comme ça sur chacun des autres. Qui plus est, Boudanov, l'ancien patron du renseignement militaire, il est désormais aux côtés de Zelensky, j'allais dire quasi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque c'est lui qui a remplacé Yermak, l'ancien chef de cabinet. Et Boudanov parlait à demi-mot du fait que, enfin même, j'allais dire assez explicitement, du fait que Vladimir Poutine soit effectivement une cible.
Et Xavier Titelman l'a dit, il faut se souvenir, et Zelensky en parle assez ouvertement, du nombre de fois où il a fait l'objet de tentatives d'assassinat par divers moyens. Je rappelle que la femme de Boudanov a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par empoisonnement dans sa nourriture. Donc ils savent que ça peut venir de l'intérieur. Zelensky a fait un énorme ménage autour de lui et Vladimir Poutine le fait assez souvent, et notamment Vladimir Poutine est actuellement, on va peut-être en parler Darius, en train de renforcer très sérieusement le fameux FSO, son service de sécurité rapproché. Il est en train de muscler et dont il est en train d'augmenter les quantités. Et à l'heure où nous parlons, il y a des mouvements d'avions potentiels, il faut parler au conditionnel, mais de la Russie en direction de l'Ukraine. Alors, les Ukrainiens avaient annoncé le 30 juin que dans les 48 heures qui suivaient, les Russes allaient déployer, c'est les Ukrainiens qui le disent, 7 Tupolev 95, 3 Tupolev 160, des MiG-31 qui sont capables de lancer des missiles hypersoniques qui s'appellent les Iskander, 35 Iskander qui devaient être lancés, 12 missiles hypersoniques Zircon, 1200 drones et 40 missiles de croisière. Donc a priori, les derniers éléments, parce que quand ces avions décollent, ils émettent sur certaines radios, font que, a priori, c'est ce soir que toute cette panoplie d'armement va taper sur Kiev. Alors moi, expliquez-nous juste, pardon, je donne la parole, mais juste l'avion qu'on voit là exactement. Ça, c'est un Tupolev 95, donc c'est lui qui va lancer principalement des missiles de croisière qui peuvent aller jusqu'à 2500 km de portée. Donc depuis le territoire russe, ils peuvent toucher la France, ces avions-là. Mais moi, j'ai une alerte sur mon téléphone que donc il y a 6 Tupolev 95 et 3 Tupolev 160 qui viennent de décoller de la base d'Engels et d'Olenia en direction de l'Ukraine. Ils ne savent pas encore quel genre de missile il y a à bord et ce qui est à bord, mais ils voient donc que ça a décollé il y a à peu près une heure. Est-ce que ces avions peuvent entrer dans l'espace aérien ukrainien ou est-ce que c'est trop risqué pour eux ? Déjà, c'est impossible pour les avions russes de passer à la ligne de front depuis avril 2022. Ils ont essayé, c'est totalement impossible pour eux, ils se feraient abattre. Et accessoirement, c'est totalement inutile pour eux, puisque comme ils ont une portée opérationnelle, ils peuvent tirer depuis des centaines de kilomètres de distance, ils vont pas se mettre en danger pour lancer ces missiles qui ont des très grandes portées opérationnelles. Et là, quelle est la capacité de destruction ? Chacun de ces missiles de croisière, c'est un missile traditionnel, donc en réalité c'est quelques centaines de kilos de charge militaire. Il faut savoir que les missiles lancés par ces avions-là sont interceptés à plus de 90%, notamment avec les avions de chasse, les MiG-29, les Mirage 2000, les F-16, notamment au canon. Ils sont interceptés aussi désormais par des roquettes guidées laser qui sont éclairées par laser. La roquette va remonter au point qui est éclairé, là en l'occurrence ça va être des missiles. Donc il y a 10% de ces missiles qui vont passer. Le problème c'est la saturation. Quand vous avez à la fois tous les bombardiers stratégiques de ces deux catégories, Tupolev 160, Tupolev 195, et que à côté de ça, vous avez 1 millier de drones, finalement la défense aérienne va finir par pas être capable de tout suivre. Et ce qui passe, et ce qui est le plus dramatique, c'est les missiles hypersoniques et les missiles balistiques pour lesquels les Ukrainiens n'ont que nos défenses, que nous ne leur fournissons pas. Et nous suivons ces bombardements de la Russie en Ukraine qui visiblement sont en cours. Dès que nous avons des images de Kiev, mais en sens inverse, qui est inouï, et vraiment inouï au sens propre, ça n'avait jamais été entendu avant, ce sont ces bombardements sur les raffineries en Russie et la crise générale, la désorganisation qui est en train de naître de ce fait en Russie, selon les sources de Reuters. Donc 60 000 tonnes d'essence ont été expédiées de l'Inde vers la Russie, dans la plus grande urgence. La Russie prévoit d'importer 400 000 tonnes d'essence par mois. Expliquez-nous l'image qu'on voit là, de quelle façon les Ukrainiens sont en train de détruire systématiquement tous les réservoirs. Avec des drones dont la précision est métrique. Alors je ne crois pas, et je parle sous le contrôle de mes camarades, qu'ils aient réussi à utiliser des missiles fameux, les fameux Flamingo pour l'instant pour toucher des réservoirs. C'est pas nécessaire. La Russie en a une quarantaine de sites de raffinerie. Pour l'instant, l'estimation qui est donnée, c'est 25% de cette capacité qui est très sévèrement entamée et abîmée. Donc ça fait à peu près 16 raffineries qui ont été touchées. Certaines à plusieurs reprises qui montrent l'incapacité russe à trouver des moyens conséquents et décisifs pour pouvoir empêcher cela. Et c'est intéressant, l'enchaînement de séquences, parce que les Ukrainiens ont clairement fait un choix. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la profondeur stratégique et cet, élément de leur supposée puissance, qui est l'extraction, l'exploitation et le raffinage de ces énergies fossiles. Alors qu'il n'y a pas très longtemps sur ce même plateau, ensemble Darius, on commentait justement les faits que les Ukrainiens allaient taper des bombardiers stratégiques à Engels, c'est très très loin de la frontière
entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà, ils choisissent de s'en prendre à cette industrie-là, et ça se ressent et ça fait mal. Et le citoyen russe, il est vraiment très fâché souvent. Regardez, il y a une tradition un peu de là. Vous savez, en Russie, ils ont beaucoup de caméras. Je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux pour prévenir en cas d'accident. Oui. Et c'est souvent assez musclé. Hein. C'est pas le constat d'assurance pépère. C'est un peu plus musclé. Et écoutez, ça donne des scènes assez, où l'adrénaline monte assez vite. Comment ça, 10 litres? C'est quoi ce bordel? 10 litres. Allume cette putain de pompe. Appelle ces putains de vigiles. Appelle-les, je vais leur parler. T'es idiot ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu te crois? Tout ça, c'est le bordel. Il se gare sur le trottoir. C'est pas ton tour. Dégage. Dégage toi-même. Tout ça, c'est le désordre. Hein. Pour un officier du KGB qui est Poutine, c'est pas bon, hein, tout ça. Mais pour être vraiment sincère, vous pensez que ça se passerait différemment en France ou au Royaume-Uni ou dans un pays européen? Si tout d'un coup, on n'avait plus accès à du pétrole, on va essayer de remettre les choses en place. Mais ce qui est très très grave, c'est justement c'est un pays producteur de pétrole. Et les gens ne peuvent plus s'approvisionner. Vous avez parlé du pétrole que la Russie importe de l'Inde. Mais qu'est-ce que c'est que ce pétrole que la Russie importe de l'Inde? C'est pour une grande partie du pétrole russe qui a été raffiné en Inde et que maintenant les Russes sont obligés de racheter à l'Inde. C'est une humiliation totale. L'aspect militaire, oui ou non, est-ce que la France pourrait, si on était à la place de la Russie, l'Ukraine ne va pas attaquer la France, a priori, ça paraît assez improbable, mais en cas d'école, est-ce que la France aurait les moyens d'éviter ça? Non. Ah mais non, mais nous on est encore plus mauvais que les Ukrainiens en défense aérienne et on n'a aucun moyen de répondre dans ce niveau-là. Les Ukrainiens envoient 350 drones longue portée par jour et ils interceptent 300 drones ukrainiens russes par jour. Donc ni en attaque ni en défense on a cette capacité. Ils nous ont dépassés dans le domaine de la guerre électronique. Ils ont des meilleurs capteurs que nous, des meilleurs systèmes de détection. Leurs avions, leurs pilotes sont plus expérimentés dans le domaine de l'interception. Alors nous, heureusement, on est monté en compétence, notamment avec l'Iran, où on a pu prouver qu'on était capable au canon de détruire des Shahed russes, mais ça a mis quand même beaucoup de temps. Et le déploiement, par exemple, des systèmes alternatifs comme les roquettes guidées laser, c'est quand même très très nouveau pour nous, alors que les Ukrainiens sont devenus maîtres quand même dans ce domaine-là. Regardez ces images. Là, c'est vraiment partout dans le pays. Ce sont des centaines de milliers, peut-être des millions de Russes qui ont sous les yeux le désastre. Et ce qui est très intéressant, et d'où le fait que Vladimir Poutine en parle, c'est que les médias russes, y compris, les médias de propagande, sont obligés de traiter cette réalité. Ils ne peuvent plus le masquer, ils le savent. Donc la propagande doit tolérer, un filet de ces images qui puissent entrer dans l'espace de la propagande, qui doit digérer cela, remodeler cela par le choix des images, du montage et des mots qui vont être utilisés pour expliquer que il y a effectivement un souci, mais la Russie reste grande et elle va s'en sortir. Et dans le ton, que j'ai entendu des présentateurs et des propagandistes qui traitent cela, en gros, le message qui est aux Russes, c'est écoutez, musclez-vous un peu, ça va passer, soyez des hommes. Et arrêtez de vous plaindre. Est-ce que c'est tenable? On se rappelle en France, la guerre d'Algérie. Il y avait certaines similitudes. On disait les événements, on n'osait pas dire c'était une sorte d'opération militaire spéciale. Ouais. Le mot guerre dans les médias était tabou. Hein. De la même façon qu'en Russie aujourd'hui, on ne peut pas dire guerre. Et puis, évidemment, là aussi, l'événement a fini par revenir jusque dans la capitale d'une certaine façon. Hein. Oui, mais la différence, c'était que c'était censé être le territoire français. Là, c'est pas censé être le territoire russe. Donc évidemment, c'était une erreur de l'histoire de considérer que c'était la France. Mais là, c'est une erreur de la part de la Russie de considérer que c'est la Russie sur place. Que les Russes, maintenant, ouvrent les yeux, souffrent. Les Ukrainiens ne cherchent pas à faire souffrir la Russie et faire souffrir les Russes. Ils veulent que l'économie russe s'effondre pour que la Russie ne soit plus en mesure de soutenir l'effort de guerre. Donc on tape sur les raffineries, ils tapent sur les usines d'armement. Et donc l'objectif final, c'est d'assécher la capacité russe à continuer la guerre sur le front et assécher les finances russes pour qu'ils viennent enfin à la table des négociations. Mais conséquences militaires pures, amiral Koldefi, est-ce que la logistique militaire en souffre là de cet aspect pétrole? Je pense que les Russes, sur le plan militaire, ont des réserves distinctes, des réserves qui servent à la population. Moi, j'en suis à peu près sûr. Donc, je pense que l'outil militaire n'est pas encore impacté par
les réductions. Et de toute façon, s'il y avait besoin, je pense qu'ils annexeraient facilement toutes les réserves qui sont disponibles. Donc je ne pense pas qu'au plan militaire, ça a une grande incidence. Non, respectueusement, les Russes sont en train de devoir faire des choix. Quand on déplace des systèmes Pantsir pour les mettre à Saint-Pétersbourg et Moscou, ils ne sont pas sur le front, ils ne sont pas là où, en théorie, ils devraient être. Par ailleurs, sur les ressources, les Russes, Samantha de Bendern l'a évoqué, sont en train de demander à la Chine et à l'Inde, qui ne vont pas faire de cadeaux à la Russie, de bien vouloir leur vendre du pétrole. Le pétrole qui vient de l'Inde, c'est un pétrole qui va être très très cher. Et logistiquement, techniquement, un pétrole qui est raffiné, c'est compliqué à transporter, c'est dangereux, etc. L'exemple le plus humiliant, c'est de demander au Kazakhstan, qu'il menaçait d'envahir fin 2022-2023. Excusez-moi, monsieur le vassal, est-ce que vous pourriez débloquer une partie de votre stock stratégique pour nous en acheminer? Et le Kazakhstan, qui ne se prive pas de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, notamment celui des Américains, est en train de dire écoutez, laissez-nous regarder un petit peu ce qu'on a dans nos réserves, et puis éventuellement, on vous répondra. Donc, le Kazakhstan n'a pas encore répondu, ça c'est très intéressant. Mais aussi sur la stratégie de l'Ukraine ici. Nous sommes au mois de juillet, l'hiver, il nous semble très loin, surtout après la canicule que nous avons connue ici. Mais l'hiver que les Ukrainiens ont connu, on se souvient toutes des images de ces Ukrainiens qui mouraient littéralement de froid parce que les centrales électriques avaient été frappées. Les Ukrainiens commencent aussi à viser les centrales électriques russes. Et une des idées en tête, c'est aussi de faire vivre aux Russes ce que les Ukrainiens ont vécu cet hiver. Parce que si ça continue comme ça, à taper les raffineries, à taper toutes les infrastructures, on va dire, cruciales, eh bien, à un moment donné, ça va devenir extrêmement compliqué pour la Russie. Parce que ne pas avoir de pétrole, bon, c'est pas agréable, mais imaginez-vous un hiver russe avec des immeubles moins bien chauffés. Bon, attaquer la population civile comme les Russes l'ont fait, c'était un crime de guerre. On n'a pas le droit de faire souffrir la population, de la faire mourir de froid comme ça. Je crois qu'à ce stade, les Ukrainiens se disent si on trouve un moyen de vraiment terminer cette guerre, même par le froid, eh bien, on pourra peut-être s'attendre à voir des appartements très mal chauffés à Saint-Pétersbourg et Moscou cet hiver. Et là, ce sera un message terrible pour Poutine. Comment pensez-vous que les Ukrainiens s'enhardissent à ce point-là? On a l'impression qu'ils n'ont peur de rien. Et vous nous avez rejoint, Michel Polaco, vous allez participer. On va tout de suite en venir au bombardement qu'on observe, mais aussi au ton général. On sent qu'ils n'ont absolument peur de rien. On leur avait tellement dit, attention, si vous frappez en Russie, il faudra avoir un contre-feu. Non, rien de tout ça. Un crime de guerre, on n'a pas le droit de faire souffrir la population. D'une manière générale, les Ukrainiens sont libres de leurs actions aujourd'hui puisqu'ils ne dépendent plus de nous ni pour leur renseignement ni pour la capacité opérationnelle, et en l'occurrence on voit que c'est efficace. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils reculeraient alors qu'ils sont en train de mettre la Russie à genoux? Les Ukrainiens n'ont pas d'autre choix que de taper. Et l'objectif, comme le disait à l'instant Samantha, c'est de gagner et d'imposer cette cessez-le-feu avant l'hiver prochain. Parce que si l'hiver recommence, moi j'ai une vraie crainte, c'est quand on a vu à quel point l'électricité avait du mal à suivre, s'ils rentrent dans un nouvel hiver et qu'ils sont dans l'état électrique de l'année dernière en pire, potentiellement, ils ne seraient plus en mesure de produire leur propre armement. Je rappelle que les Ukrainiens produisent entre 75 et 80% de leur armement tout seuls. Donc, s'ils ne savent plus produire de drones, là, ce sera une catastrophe, d'où l'urgence de taper très vite maintenant. Vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, Michel Polaco, pour celles et ceux qui sont avec nous maintenant. Je rappelle cette vaste offensive ukrainienne qui est en cours. L'armée ukrainienne cherche à renverser la situation par une série de bombardements sans précédent. 40 jours, disait Zelensky. On est déjà à 7 jours. C'est sans précédent sur le sol de la Russie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et les images qu'on voit ici en témoignent. Expliquez-nous de quelle façon, quel est le plan de frappe, quel est le plan de campagne d'après vous, Michel Polaco? Le plan de campagne, les Ukrainiens l'ont démontré depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. C'est d'affaiblir les Russes sur leur arrière, c'est de les obliger à tirer leurs munitions les plus sophistiquées, ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est pour ça qu'ils sont bien obligés de laisser passer des quantités de drones, parce qu'ils ne peuvent pas détruire les drones ukrainiens avec leurs systèmes anti-aériens les plus sophistiqués, parce que ça voudrait dire qu'ils découvrent leur espace aérien et qu'à ce moment-là, ils seraient susceptibles d'être attaqués non plus par des drones, mais par des avions de combat tels ceux qui ont été livrés à l'Ukraine par les Américains, quelques Européens et les Français. Donc voilà, les Russes sont dans une situation effectivement très pénalisante, très gênante,
parce que eux non plus n'avaient pas prévu qu'il pourrait y avoir de telles gerbes de drones aussi efficaces, aussi précis, et qui seraient tirés sur des sites qui sont très faciles à repérer, puisque ce sont des sites qui sont... on peut trouver l'adresse dans le bottin du téléphone, et simplement, ils ont besoin que les Européens, les Américains, moi, je suis comme vous, leur Michel donnent Polaco. des informations sur le résultat des tirs qu'ils effectuent. Vous m'avez pas entendu, Michel Polaco. Je disais, il n'y a plus de bottin. Moi, je suis comme vous, je dis encore le bottin, mais Non, mais c'était une manière de parler. Les collègues plus jeunes se moquent de nous. C'était une manière de Qu'est-ce que vous voulez? Je sais bien. Comment 133 Ce que je voulais dire, drones. c'est sur Google Earth, vous pouvez trouver toutes les raffineries, toutes les usines d'armement, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, et vous n'avez pas besoin des satellites américains ou des satellites européens pour trouver vos cibles. En revanche, pour savoir quel est le résultat des tirs, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir des alliés. Expliquez-nous la carte aussi. On va prendre la carte pour bien comprendre ce soir que c'est une alerte aérienne générale. Et cette opération en cours qui frappe Moscou, Astrakhan, Tambov, Orel, Lipetsk, Oufa, Penza, Omsk, Samara, toutes ces régions. C'est une région immense. Hein. C'est aussi grand que l'Europe de l'Ouest tout entière. Il faut rappeler toujours, la Russie, c'est actuellement le plus grand pays de la Terre, comme ça l'était déjà au temps de l'Union soviétique, encore plus grand. Je crois qu'ils ont perdu un 5e. Comment font-ils pour toucher tout ça en même temps? Alors d'abord, ils disposent quand même, comme le disait Xavier Titelman tout à l'heure, d'une quantité de drones et de missiles qui est importante, très importante. Ils sont capables de tirer plusieurs centaines de drones ou de missiles par jour. Deuxièmement, ils ont, je pense, toujours la capacité d'introduire sur le territoire russe des petits drones qui font aussi des opérations très efficaces et très pénalisantes pour les Russes, parce qu'ils savent pas d'où ça vient, et ça les met dans une situation d'insécurité intérieure qui est très importante, et je pense que pour les Russes, c'est effectivement extrêmement gênant. Et puis ils ont aussi quelques armes à plus longue portée, celles qui leur sont fournies par les Européens, par les Américains, de moins en moins nombreuses, parce que nous n'en avons plus en stock, mais ils en ont quand même un certain nombre, et pour l'usage de ces armes-là, ils sont assez aidés quand même par les Européens. Et vous imaginez, quand vous regardiez cette carte tout à l'heure que vous nous demandiez de commenter, être à l'état-major russe et de devoir gérer la défense d'un espace aussi vaste. L'une des définitions de la guerre, si vous voulez, c'est la gestion des ressources qui, par définition, intrinsèquement, sont limitées. Et donc, vous avez des choix à faire. Qui est-ce que vous allez sacrifier? Qu'est-ce que vous allez sacrifier? Et sur quoi est-ce que vous allez concentrer vos moyens de défense? Clairement, il y a un choix qui est fait en ce moment, qui est celui de Saint-Pétersbourg et Moscou, qui abrite les élites, justement l'état-major et ces hommes en costume sombre qu'on a montré tout à l'heure autour de la table, autour de Vladimir Poutine. Ça veut dire des heures très très sombres à venir. Maintenant, attention, les ressources, elles sont également limitées du côté ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a clairement un momentum et un élan qui est favorable aux Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a déclenché ce compteur qui est 40 jours. Il y a des effets finaux qui sont recherchés. S'ils ne sont pas atteints, la période qui va suivre peut également être dure pour les Ukrainiens. Donc en réponse à la question que vous posiez tout à l'heure de comment est-ce que les Ukrainiens gèrent cela, je pense qu'ils sont peut-être un peu moins dans l'ébullition que nous autour de ce plateau, mais également parce que pour comprendre ce qu'ils ont à l'esprit, me semble-t-il, il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui par un laboratoire d'idées basé à Washington DC, 2 millions de morts et blessés entre les Russes et les Ukrainiens. C'est colossal. 500 000 morts russes entre 125 et 165 000 Ukrainiens, plus tous les blessés. Aidez-nous à comprendre le basculement qu'on est en train de vivre en termes de matériel aussi. Quels sont les drones, quels sont les missiles qui permettent à l'Ukraine tout à coup de reprendre cet avantage qui paraît tellement spectaculaire. D'abord le Flamingo. On a le regard de l'amiral Koldefi, de Michel Polaco et de Xavier Titelman. Voilà, là on a tout un groupe militaire. On peut faire un putsch, pour ainsi dire. Vous n'avez jamais été tenté, amiral? Non. 61 Je suis républicain. Comment? Non. Michel Polaco, je commence par vous. En 61, c'était le putsch des généraux. Il n'y avait pas d'amiraux putschistes, si vous vous souvenez. Merci, Michel. Michel Polaco, le Flamingo, tout le monde le cite comme une arme aussi imprévue, en tout cas efficace, dans la main des Ukrainiens. Pourquoi? Parce que c'est une arme qui n'est pas, comment dirais-je, extrêmement sophistiquée. Moi, je la compare à un V1
allemand, mais avec une portée qui est à peu près 4 fois supérieure et une vitesse qui est de l'ordre de 2 fois la vitesse du V1. Bon, c'est un truc pas cher, mais c'est un missile de croisière qui a quand même une capacité de charge qui est importante, puisqu'on peut atteindre les 700-800 kilos d'explosifs, qui peut aller loin et qui a un système de guidage qui est assez sophistiqué. Les Ukrainiens n'en produisent probablement pas plus d'un par jour, et encore, ce sont des chiffres qu'ils laissent filtrer, je dirais d'une manière un peu dissuasive. En fait, c'est quand même difficile à produire parce qu'il faut trouver tous les composants. Or, les composants, ça se trouve pas comme ça sous le pied d'un cheval. Il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'Ukraine, il y en a qui viennent de Taïwan, il y en a qui viennent de je ne sais pas où. Je sais pas comment ils se débrouillent, d'Inde certainement aussi, mais c'est pas très facile. Donc, si vous voulez, dès qu'on tape dans le sophistiqué, ça devient plus complexe. En revanche, ils ont quand même des quantités de drones très simples, très peu sophistiqués, qui leur permettent, vous savez, un drone avec 50 kilos d'explosifs sur une raffinerie, ça fout la raffinerie en l'air pour plusieurs jours, quand c'est pas plusieurs semaines. Xavier ? Ouais, effectivement, il y a en fait certes une simplicité dans les équipements qui sont utilisés, mais ils sont quand même avec des raffinements qui sont nécessaires pour contourner les défenses russes, notamment dans la résistance à la guerre électronique, dans leur capacité à connaître leur position malgré des brouilleurs, dans leur capacité avec l'intelligence artificielle à reconnaître des points de passage au sol pour pouvoir naviguer en déni de GPS encore une fois, et aussi reconnaître les cibles finales qui ont été préenregistrées dans la base de données pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les taper à l'impact. Donc d'un point de vue aéronautique, Michel a totalement raison, c'est les années 60, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais par contre, les petits raffinements qui sont en plus dessus, les Ukrainiens les ont fait très très bien, mieux que nous en l'occurrence dans certains domaines, parce que les systèmes qu'on fournit à l'Ukraine sont maintenant moins bons que ce que les Ukrainiens produisent localement, et puis ils sont capables de le produire en masse et pour un coût qui est totalement ridicule. Aidez-nous encore davantage. Là, les images qui sont en train de passer, j'aimerais que vous nous aidiez vraiment à comprendre comment ils fonctionnent là, parce que c'est une espèce de chasse à l'échelle de ce pays gigantesque et qui commence à donner des résultats. Alors là, c'est sur l'Ukraine occupée en l'occurrence, c'est avec des missiles, notamment les FP1, donc c'est Firepoint qui les produit, qui vont aller à 1200 km de distance, et ils ont une version courte distance qui va transporter plus de charge utile, qui va transporter 300 kg d'explosifs au lieu de 80 kg d'explosifs, mais qui va être limité à 600 km de distance. Et ça, sur le dessus, ils vont mettre Starlink, donc le fameux réseau d'Elon Musk américain, et c'est avec ça qu'ils vont être capables de détruire notamment les camions qu'on voit ici. Donc qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que là c'est Starlink ? Parce qu'en fait, vous avez un retour vidéo instantané sur des zones qui sont plus lointaines. En fait, c'est le FP1 que je reconnais. C'est le type de visualisation qui est spécifique à un drone en particulier. Et avec ça, ils sont capables de taper sur la logistique. Mais en l'occurrence, ils font ce qu'on appelle du DEAD, des missions de destruction de la défense aérienne ennemie. Et c'est une fois qu'ils ont détruit la défense aérienne russe, les radars, les systèmes de lancement, là, ils ont une quasi-liberté d'action sur le territoire, notamment ici, c'est la Crimée et sur le sud de l'Ukraine. Mais il n'y a pas de front, hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils frappent quoi ? Les trains, les citernes, les camions ? Exactement. Là, l'objectif, c'est de taper sur la logistique russe, d'affaiblir la logistique russe qui rend... Pardon, c'est la R280, non, c'est la fameuse autoroute. C'est la fameuse autoroute de Melitopol. Ouais. Entre Mariupol et Melitopol, il y a une autoroute qui est devenue l'autoroute de la mort, dans laquelle les Ukrainiens prouvent, avec ces images, la destruction d'une 40aine de camions par jour. Ils ont détruit quasiment tous les axes secondaires autour. La voie ferrée a été détruite et ils tapent sur les locomotives. Quand ils envoient un train de remorquage, ils tapent sur le train de remorquage. Du coup, ça s'accumule les uns derrière les autres. Moins 70% de trafic sur la logistique dans cette zone-là du fait de ces attaques. L'effet est colossal, moi j'imagine, parce que évidemment les chauffeurs qu'on tué, j'imagine. Bien sûr. Pas toujours. Xavier Titelman expliquait l'autre soir, et je me le suis fait effectivement confirmer, que de temps en temps il y a une manœuvre pour forcer le véhicule à sortir de la route, le pilote à s'échapper, parce que parfois ce sont des malgré nous, donc des Ukrainiens en territoire occupé, qu'on force à être chauffeur de ces véhicules qui alimentent en logistique, donc en vivres et en munitions la Crimée, afin que ces derniers puissent survivre, et ensuite le véhicule va être frappé par une deuxième munition. Mais l'effet sur la Crimée, parce qu'on a beaucoup parlé de la Russie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, la Crimée est sous une immense pression en ce moment. Je rappelle que le pseudo-gouverneur, M. Aksionov, a déclaré l'état d'urgence.
Vous avez beaucoup d'estivants qui sont en train de prendre la fuite. Il y a des pénuries d'essence là-bas et des supermarchés dont les étals sont vides parce qu'ils ont du mal justement à faire venir ce dont ils ont besoin pour recompléter ces lieux en vivres et en matériaux. Michel Polaco, quelle est votre hypothèse à vous sur la réplique de Poutine ? On entendait autour de cette table des avis divers. Il y a ceux qui vous disent un usage nucléaire tactique est possible pour sidérer les Occidentaux et les forcer à moins aider l'Ukraine. Et ceux qui disent non, c'est impossible, ils courraient un risque beaucoup trop grand. Écoutez, point numéro 1, je suis quand même très étonné de voir à quel point les Ukrainiens font aujourd'hui aux Russes ce qu'en toute logique, les Russes, s'ils avaient su faire la guerre, auraient dû faire aux Ukrainiens il y a 3 ans. Parce que les infrastructures en Ukraine n'ont quasiment pas été touchées entre 2022 et 2024. Et ça, c'est quand même assez fou de voir que aujourd'hui, les Ukrainiens sont en mesure de le faire sur le territoire russe. Deuxièmement, la capacité des Russes à utiliser un armement nucléaire qu'on va appeler tactique, c'est un risque absolument gigantesque. Parce que faire ça, ça veut dire quelque part provoquer tous les pays de l'OTAN, tous les pays d'Europe, provoquer les États-Unis et probablement inquiéter très profondément les Indiens et les Chinois. Toutes les puissances nucléaires savent très bien que le nucléaire, a priori, ne dissuade que du nucléaire, qui n'est pas fait pour servir au quotidien. La preuve, c'est que nous, on a supprimé nos missiles Pluton, on a supprimé nos bombes AN-52 sous les Jaguars et sous les Mirage 3, et on a considéré que le nucléaire était véritablement l'arme de non-emploi, l'arme de frappe en second. Je dis bien de frappe en second. L'amiral Goldefy en sait plus que moi sur le sujet. Et donc, si vous voulez, si les Russes ne tiraient qu'une seule petite arme nucléaire de quelques kilotonnes, ils feraient changer complètement la figure de cette guerre. Et faisant changer la figure de cette guerre, ils se mettraient en situation de très grand danger. Parce que peut-être qu'ils ont au moins autant, si ce n'est plus, d'armes nucléaires que les Américains, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas besoin de 5000 têtes nucléaires pour faire énormément de mal à un grand pays comme la Russie, et je ne pense pas qu'ils prendraient ce risque-là. Je crois qu'il faut qu'ils fassent le gros dos encore quelque temps, soit le temps d'arriver à développer des armes anti-drones et anti-missiles en quantité suffisante, mais probablement la meilleure solution, c'est de demander à Donald Trump, à partir du 5 juillet, quand il aura enfin un petit peu de temps devant lui, de les aider à trouver une solution de règlement de ce conflit, ou en tout cas d'apaisement de ce conflit, parce qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup Michel Polaco, et vous nous amenez la suite évidemment le 5 juillet, c'est après le 4 juillet, les 250 ans des États-Unis. Ça y est, les grandes festivités autour de Trump sont lancées. Regardez, Trump qui arrive en train avec une démonstration de cow-boy. Vous êtes l'Américain parmi nous, Gallagher Fenwick. Faites-nous le récit de cette immense fiesta autour du président Trump qui a commencé maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que pour en avoir discuté un petit peu avec des compatriotes, qu'ils soient démocrates ou républicains, il n'y a pas un immense engouement. Parce qu'on sort d'une défaite, qu'on soit républicain ou démocrate, une défaite militaire assez cuisante sur un théâtre d'opération dont Donald Trump nous avait expliqué qu'il n'allait pas nous y ramener. Est-ce que ça vous paraît beaucoup de 150 ans, vous les Américains ? Oui, c'est immense, et c'est l'un des problèmes, c'est que le pays le plus puissant aujourd'hui au monde est un pays à peine adolescent. Vous donnez les clés de la maison à un adolescent, regardez ce qui se passe à travers le monde. Donc c'est un peu comme à la maison. Et pendant que vous parliez, j'ai cru déceler sur le visage de Noémie ou sur le visage de Samantha un léger, vous savez, un peu un mépris de classe, parce que ça c'est la nation anglaise par exemple. Vous avez combien de siècles ? La nation anglaise. Ça dépend à partir de quand on compte. Si on compte à partir de 1066, on va fêter nos 1000 ans. 1000 ans. Je ne sais pas si je serai encore en vie en 2066, mais... Souvenez-vous, quand il est venu à Versailles, Donald Trump, on lui a montré des tableaux qui étaient plus vieux que les États-Unis, c'est-à-dire que des tableaux en France c'est très courant dans les musées qui ont plus que 250 ans. Ça montre aussi la profondeur historique de notre pays. Attendez, moi j'ai une vague origine persane, enfin en tout cas de moitié. C'est combien ? 3000 ans. Bam, 3000 ans. La France c'est combien ? Il y a une phrase géniale du général de Gaulle qui dit « Il est un pacte 20 fois centenaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». C'est le général de Gaulle, attendez. Voilà, donc la France on dit combien ? Siècles. Clovis, depuis Clovis ?
Clovis, mon ancêtre direct à 38 générations. C'est pas vrai. Ouais, j'ai fait de la généalogie, j'ai trouvé ça l'année dernière. Vous avez une chevalière, il faut mettre une Non, chevalière, malheureusement. Zolman. Et moi, j'ai Charlemagne. Et comment est-ce que vous comptez, vous, amiral Coldefille? La France, quand même. La France, bien sûr. Non, on va commander à partir de Clovis, à peu près. De Gaulle remontait souvent à Clovis. Hein. Voilà, c'est juste pour embêter nos amis anglais. Oui, bien sûr. Bon, c'est plus récent, la seule l'Angleterre. colonie qui est bien tournée, finalement. Mais ça, c'est une ancienne colonie britannique, d'ailleurs. Ah oui. La question qui se pose, si vous voulez, au moment de cet anniversaire pour nous, on va dire, Américains ou États-Uniens, vous employez le terme que vous préférez, c'est est-ce que nos meilleurs jours sont devant nous ou est-ce qu'ils sont derrière nous? Et ça, je pense que c'est pas si simple que ça de répondre à cette question parce que, on l'a souvent dit sur ce plateau, les États-Unis ont connu des défaites derrière lesquelles on leur a prédit un avenir proche assez sombre, hein, que ce soit le Vietnam ou l'Irak. Là, il y en a une nouvelle avec l'Iran. C'est un pays qui sait et qui peut se relever, est capable de donner Barack Obama dans la foulée de Donald Trump, donc il est capable quand même de grandes surprises. Mais là, la période n'est pas très simple et je dirais que du côté démocrate, ce qui attire beaucoup l'attention, c'est l'immense corruption. Et ça, vous savez que dans l'histoire antique que vous aimez, que vous connaissez, ça sent pas les beaux jours devant nous quand il y a autant de corruption. Donc, en tout cas, la fortune de Trump, regardez, il est président. Il dit toujours maintenant, je suis l'homme le plus puissant non pas seulement de l'histoire américaine, mais de toute l'histoire de l'humanité. Et il n'est pas le plus riche, de loin pas, mais enfin, il est extrêmement riche. Nouveau document, des échos sur la fortune de Trump. L'administration américaine révèle une partie de la déclaration de revenus de Trump. C'était très tabou pendant très longtemps. Et regardez, crypto-monnaie, hôtels, club de golf, les royalties qui sont tirées des montres et des bibles Trump, si vous l'ignoriez. Tout ça a rapporté quand même plus de 2,2 milliards de dollars en 2025. L'année précédente, il avait déclaré plus de 600 millions de dollars de revenus. Regardez les images. Donc, il s'est enrichi pendant cette période. 200 000 euros, alors c'est pas grand-chose, 200 000 euros pour lui, mais revenus sur les bibles Trump. 100 000 euros sur les guitares et les baskets Trump. Il y a les parfums. Il a offert à Al-Shara, le dirigeant syrien, des parfums. Commentaire. Mais vous savez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la lecture sur ces événements qui n'est pas, au fond, la même que vous soyez en France ou aux États-Unis. Vous disiez tout à l'heure que, au fond, certains voient ça comme quelque chose de tabou. On sait qu'en France, l'argent, c'est tabou, c'est presque sale. Les gens ne montrent pas l'argent qu'ils gagnent, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt une réussite. C'est-à-dire que finalement, ça, c'est presque un argument de campagne pour Donald Trump, le fait de dire qu'au fond, c'est un homme qui, bien sûr, partait pas vraiment d'une famille particulièrement désavantagée dans la vie, mais quand même qui a su bâtir un empire et qui a su développer tout ça. Et ça compte aussi dans la crédibilité d'un homme politique qui est Donald Trump aujourd'hui. Je vous donne les gains sérieux, hein, parce que les montres et tout ça, c'est peanuts pour lui. En revanche, crypto-monnaie, 1,4 milliard. Les clubs de golf, 400 millions. Les montres Trump, alors ça c'est pour l'anecdote, 4,7 millions. On a un chef d'édition snob, Aurélien Mel, il regardait cette montre, il disait, regardez, il y a trop de couleurs, c'est pas assez, voilà. Moche, ça. Regardez, mais non. Pour rien. Hein? Mais c'est ce côté pacotille qui a du charme. Non, mais oui, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que d'abord, les présidents américains, historiquement, ont tout fait pour s'éloigner justement des opportunités d'enrichissement que la présidence vous propose. Voilà. Là, la présidence Trump, le problème de délit d'initié sur la bourse est déjà un problème qui était en train d'être complètement Ils ont dépassé occulté. ça. Ils ont complètement occulté. Un chiffre intéressant, les revenus de Trump en 2024, donc avant qu'il soit président, 622 millions de dollars. 622 millions de dollars. En 2025, après la présidence, 2,2 milliards de dollars. On a parlé de crypto-monnaie. Qu'est-ce qui est une des premières choses qu'il a fait en arrivant au pouvoir? Il a pardonné Changpeng Zhao, j'espère que je prononce son mot correctement. Donc le PDG de Binance, qui est une grande société de crypto-monnaie, qui était en prison. C'est le plus riche cryptomane qui existe. Ses enfants qui s'enrichissent. Est-ce que c'est mal, pardon? On lui a posé la question. On lui a posé la question et il dit mais c'est simple. Oui, je me suis enrichi parce que la bourse a monté. Tout le monde en profite. Mais on en profite encore plus quand on dirige les événements qui vont eux-mêmes influencer la bourse. Quand vous relisez les textes des pères fondateurs, ils misent sur la probité de la personne qui va occuper la fonction suprême. Quand vous êtes américain, tout le monde peut s'enrichir. C'est sûr que Jefferson ou tous ces gens-là, c'était pas vraiment le style paillette et ils n'auraient pas acheté la montre là. Non, voilà. Mais Jefferson avait des défauts par ailleurs, mais pas celui-ci. L'un des soucis, je suis d'accord avec ce que disait Samantha, il faut ajouter à cela
une confusion pleinement assumée et totalement entretenue entre politique étrangère et affaires personnelles. Quand vous apprenez que les Émirats Arabes Unis achètent, je crois, pour $1 demi-milliard dans son entreprise de crypto-monnaie World Liberty Financial, c'est gravissime. Allez, soyons, je vous bouscule un peu. Est-ce que c'est une forme, d'honnêteté par rapport à ce qui se fait d'une autre manière ici en France? On s'interrompt, voilà. C'est précisément le président Trump. Ce sont ces cérémonies de 150 ans, qui sont en cours. Un petit mot, alors il est avec son fils, c'est Eric ou c'est Don, je mélange toujours. Aussi. Il s'est bien enrichi aussi, ça fait plaisir pour eux. Eric. Commentaire sur l'hélicoptère, là c'est Marine One. Quand c'est l'avion présidentiel, c'est Air Force One. Quand c'est les Marines, donc là, c'est, en l'occurrence, un hélicoptère. C'est des hélicoptères Sikorsky qui ont été transformés pour être capables de résister, pareil, à plein de tout ce qu'on peut imaginer. Attendez, je suis fier de connaître une anecdote. J'espère que vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous savez pourquoi le toit est blanc? Non. C'est parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas la climatisation, donc ils se disaient ça chauffe moins. C'est resté ensuite par tradition, et c'est assez joli, blanc. Voilà. On fait en Grèce. C'est ce qu'on fait en Grèce, voilà. Alors je suis fier de vous dire. Les avions de ligne également. Mais regardez, nouvelle Air Force One, et précisément, ça rejoint ce que vous disiez, cadeau de Qatar. Du Qatar. Allez hop, voilà. $200 millions. Allez hop, on prend. Il l'a refusé, non ? Vous avez parlé d'hypocrisie. Il l'a refusé, non ? Non, il l'a accepté. Non, il l'a pas refusé. Vous avez parlé d'hypocrisie en disant qu'en France, on cache les choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump ? Eh bien, à partir il y a quelques semaines, lui et toute sa famille seront exclus à vie de tout audit fiscal. Vous vous rendez compte ? On parle même pas de délit d'initié. C'est que pour le reste de sa vie, lui et sa famille ne pourront plus être touchés par le fisc. Je suis désolée, on fait peut-être des petites choses un peu à côté en France ou au Royaume-Uni, partout. On ne fait pas ça. Ça, c'est Alors, Joe Biden criminel. avait par avance gracié son fils avant de sortir. C'est la réponse que font souvent les Trump, alors que Joe Biden avait promis de ne pas le faire. Mais sans doute parce que, au soir de sa vie, Joe Biden, quand il a eu à choisir entre les promesses qu'il avait faites aux Américains et la sécurité personnelle de son fils. Et moi, je ne juge pas, il a choisi effectivement sa descendance. Ça fait mauvais genre quand même. Entre ma mère et la justice. Quand vous avez promis que vous êtes président des États-Unis, c'est quand même c'est pas très élégant. Quoi qu'il en soit, l'hypocrisie, effectivement, en France, il y a plein de conseillers publics ou privés qui sont engagés par le Qatar, qui gagnent tout à coup 10 fois plus. C'est une sorte de... c'est déguisé. Là, tout est public en tout cas. David Coleman. Non, mais il y a des réglementations. Par exemple, quand vous voulez ouvrir un compte en banque, j'ai eu un moment où je voulais plus faire de géopolitique, j'ai travaillé dans la finance. Quand vous voulez ouvrir un compte pour une personne qui est un PEP, une personne politiquement exposée, il y a une enquête très approfondie sur cette personne pour voir justement d'où vient son argent. C'est pas si facile que ça en Europe de mettre de l'argent de côté quand on est justement une personne politiquement exposée, parce que beaucoup d'opportunités se présentent à vous. Donc oui, ça se fait, mais c'est sanctionné. C'est sanctionné. Tony Blair, tant mieux pour lui. Bien sûr, mais il a fait beaucoup d'argent. Il y a plein de Bush s'est enrichi. Les Bush et tous ces gens-là autour des sociétés Liberton aux États-Unis sont enrichis sur un crime qu'est la guerre d'Irak. C'était un crime d'agression. Ils n'ont jamais été jugés, rien. Ils sont tranquilles. Mais bien sûr, mais on en parle et c'est sanctionné. Et elle est passionnée, Samantha Bendern. On pourrait ouvrir un canal Samantha Bendern pour dire on va taper sur Trump. Vous avez toute la nuit Samantha Bendern. On peut ouvrir une chaîne YouTube pour vous si vous voulez. Mais allez-y, je veux bien. En l'occurrence, il y a un moment où il faut arrêter de se considérer que c'est normal ou de laisser faire. Trump va tellement loin dans cette autorisation, il s'autorise tout seul avec sa seule limite qui est sa propre moralité dont on connaît les écarts. Et du coup, des choses qui sont gravissimes, maintenant on se considère... franchement, 2,4 milliards pour Trump, c'est quand même pas si grave que ça. Mais bien sûr que c'est super grave. Et puis, il faut arrêter de faire de l'aplaventrisme et il faut faire comme Mélanie. Il faut lui répondre ouvertement quand il nous agresse. Il faut être franc. Une des rares fois où je l'ai vu gêner, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une séquence où on lui a posé la question, effectivement, des bitcoins, ses propres bitcoins au nom de Trump. Et il y a une journaliste qui lui dit, il n'y a pas quand même un petit conflit d'intérêts. Et même lui, il y a un moment donné où il dit oui. Il dit, écoutez, moi, les gens qui gèrent l'argent, je ne les vois jamais. Or, le New York Times révèle qu'il voit son conseiller financier au moins une fois par an, et je pense que de temps en temps il jette quand même un petit œil parce que il a expliqué aujourd'hui que l'une des raisons pour lesquelles il était devenu si riche, c'est tout simplement parce que la bourse ne cesse de monter, que comme tout bon Américain, il est investi dans la bourse et donc il en profite. Vous avez un portefeuille d'actions, vous, Gallagher ? Non. Pas. Et vous, Samantha ? Oui. Oui. Beaucoup ?
Non. Ah, et vous, Xavier? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Dans l'industrie de défense. Et vous, Amiral? Léger. Léger. Et vous? Moi, j'ai une phobie administrative, donc c'est trop compliqué. Il faut juste appuyer sur un bouton. Ouais, mais c'est déjà trop.